Juste avant de commencer cet épisode, nous aimerions remercier les créations JCT, fabricants et concepteurs de mascottes, marionnettes et décors avec plus d'une trentaine d'années d'expérience. Vous pouvez aller visiter leur site web au www.mascotte.com. Nous aimerions également remercier tous nos donateurs sur PayPal et Patreon. Si vous aussi vous voulez nous encourager, c'est totalement optionnel, mais grandement apprécié. Rendez-vous sur notre page Facebook et cliquez sur l'onglet Faire un don ou allez au agopodcast.podbean.com où vous verrez un bouton PayPal dans la colonne de droite. Chaque don, peu importe le montant, est grandement apprécié. Une dernière façon de nous aider, c'est de prendre quelques secondes pour nous donner 5 étoiles sur iTunes. C'est gratuit, rapide et ça nous aide énormément à nous démarquer et à gagner de la visibilité. Merci à tous pour votre support et maintenant, allons à l'épisode. Bonjour, ici Olivier Carpentier et vous écoutez l'artiste, le geek et l'otaku. Cette semaine, il y a moi-même, Alexandre Bourneau, votre animateur et l'artiste. Il y a Danny Lefebvre, le geek. Salut. Qui est occupé sur son cellulaire. Non, je sortais mes notes. Puis il y a Olivier Carpentier qui est avec nous autres cette semaine. Salut. Ça va bien. Ça va très bien, vous autres? Ben oui. Ouais. En plus, on enregistre, ça fait une couple d'épisodes qu'on enregistre ça. Au moins, c'est minimum le deuxième. C'est le deuxième. Ou troisième. C'est le deuxième. Non, ouais. chez Lunax, c'est quand même assez spacieux, là. Puis Oh, en ouais. plus, aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de monde, donc on a quasiment la place à nous tout seuls. Ouais, il y a Le Cab. Il y a combien de bureaux? Ouais, il y a Cab, justement, qu'on a eu juste avant les fêtes, qui est là. Ouais. Si je me trompe pas, il y a 14 espaces de travail. Puis aujourd'hui, on est 4. Plus ma copine qui est venue squatter pour travailler un petit peu en attendant. Ben, la dernière fois, on est déjà venu avec Ben pour le studio, puis c'était quasiment toujours des heures, là. Ben, des fois, t'étais là, mais la plupart du temps, il y a personne. Ça dépend des fins de semaine. Ben non, ça dépend. Il y avait tout le temps deux personnes, quasiment, même les fins de semaine. Non, j'avoue, tu as raison. Mais si c'était dans le bout que je finissais ma dernière BD, j'étais pratiquement tout le temps ici. Là. Je couchais ici un soir sur deux, là, sur un petit divan 2 places, 3 heures, puis allez, on repart, on travaille. Ah non, je sais, j'étais venu une couple de fois, puis t'étais ici toute la fin de semaine, tu travaillais en écoutant les Ninja Turtles. Oui, en réécoutant les Ninja Turtles. Les films ou les animations? La série de Nickelodeon. Okay. C'est tout, je pense que tout médium confondu. Là. Après, j'ai pas lu beaucoup de BD des Turtles, mais je pense que c'est mes Tortues Ninja préférées, là, la série de Nickelodeon. C'est quelle année, génial. 2012. Ok. Parce que moi, les Turtles, on dirait que j'ai les classes par année. Quand tu me dis, mettons 2008, ok, je vais savoir c'est quelle série, mais, ok, 2012, ok, ouais, c'est pas pire, ça. C'est vrai qu'ils sont bons. Ça me fait penser pendant les fêtes, justement, je fouillais dans les vieux, tu sais, je suis allé chez mes parents au Lac-Saint-Jean, puis je fouillais dans mes vieux jouets qui étaient comme dans un garde-robe, puis justement, je suis tombé sur mes vieilles figurines des Ninja Turtles, tu sais, tu pouvais y rentrer la tête, tu y serrais les jambes, puis la tête, elle ressortait, là. Ouais. Ah, ok, je l'avais pas vu, celle-là. Mais je suis peut-être un petit peu plus vieux, fait que j'ai peut-être des Turtles moins fancy. Ouais, peut-être. Ouais, je pense que c'est les Turtles du deuxième film, parce que à un moment donné, Raph ou je sais pas trop quelle tortue se rentre la tête pour esquiver un coup. Mais ils ont fait ces jouets-là après ce film-là. Ah, ok. Ouais. Ah, ben je les ai juste pas vus parce que moi j'avais vu ceux du troisième film, là. Ouais, moi tout, j'avais les chevals aussi, là, en jouet, là. Les chevaux de samouraï, là. Ouais. Justement, tu sais, moi, dans ma rue, à l'époque, il y avait plein de... Tout le monde avait des Turtles, là, on s'entend, là. Puis un de mes chums, c'était le seul qui avait le Technodrome, là. On était tous jaloux, là. J'en veux un! Je pense que j'avais un de mes amis qui l'avait. Il était cool quand même. Ouais, mais je pense qu'il y avait 2 grosses bases, dont le Technodrome, là. Puis l'autre, c'est une grosse base de G.I. Joe. Ouais, si c'est je probablement me trompe pas, ça, là. ouais. Ah, les classiques. Pour vrai, c'est une affaire qu'à un moment donné, on serait fun qu'on parle des jouets, Ben oui. les jouets des années 90. Ah oui, ça, que- ben oui, C'est les meilleurs bébelles ever. Mais justement, vous avez écouté vous autres sur Netflix Le documentaire, non, The j'ai pas- Toys That Made Us? Non, je l'ai vu passer comme cette semaine, Il y a le thumbnail puis ou le trailer, je me rappelle pas. Puis j'ai fait, oh, ok, ça... Ah, pour vrai, ça a l'air cool, c'est là. intéressant. Il y a 5-6 épisodes à peu près. Là. Puis, tu sais, chaque épisode est dédié à un jouet ou à Une série de série. jouets, ouais. Tu sais, le premier, c'est Star Wars. Le deuxième, c'est Barbie. Tu sais, les deux probablement majeurs d'un jouet. Surtout les années Après ça, 70. G.I. Joe, E-Man... mais c'est vraiment intéressant de voir tout le processus de création. Après ça, il y a que l'histoire de Star Wars, les jouets de Star Wars, là. C'est vraiment cool. J'ai une question, ça m'apporte une question. C'est quoi, mettons, les jouets, mettons, que vous étiez petit, vous aimiez le plus, comme, Moi, l'univers? Par rapport à un univers? Ben, ouais, ou Parce que moi, vos sinon, genres, ça là. serait les Lego en général. Ouais, Parce que j'ai ouais. overjoué avec des Lego puis des mécanos. Ouais, je parlais plus des figurines parce que les Lego, on s'entend que Je pense que c'est mes figurines de Beetlejuice. Ouais.
J'avais pas beaucoup de figurines, moi, c'est ça. J'étais vraiment plus Lego puis Playmobil. Ok. Je trippais Playmobil Western, évidemment. Ouais. Puis sinon, j'avais quand même pas mal de G.I. Joe, mais sinon, tu sais, j'avais moins de figurines disparates, là. Tu sais, j'avais des amis qui avaient des gros bacs. J'ai 4 Turtles, j'ai 2 C, un Betelgeuse, un Terminator. Moi, j'essaie de rester plus dans des thématiques. Puis avoir des trucs qui fit ensemble, là. Ouais, ça, moi, mes jouets, par exemple, oui, j'avais un bac de jouets, là, mais quand je jouais avec, là, je faisais plus des thématiques, justement. C'est ça. Je sortais pas, mettons, moi, Batman avec des personnages de Space Jam, tu sais. Ok, ouais. Je voulais les séparer, mais à un moment donné, quand j'étais jeune, j'avais quasiment tous les caractères de Space Jam. C'est un peu lame, là, mais... Ben, j'étais petit, ok? J'avais pas 10 ans encore. Ah non, mais c'est correct, là, quand t'es... Mais je trippais le Looney Tunes de base, là, c'est pour ça que j'avais aimé le film, mais tu sais, c'est sûr que... J'avais une couple de figurines des Looney Tunes. Ouais? Ben, c'est des petits jouets, là. Je sais pas d'où ce qui venait, là, mais... Non, de quelque part, c'est sûr. Là. Mais c'était l'époque aussi où tout le monde devait avoir au moins un t-shirt des Looney Tunes ou de Space Jam, là. Ouais. Il me semble il y a des t-shirts. Il me semble que j'avais un t-shirt de Space Jam. Ouais. Je sais que j'avais un poster de Space Jam. Okay. Mais moi, mes figurines, là, contrairement à toi, Alex, je les ai plus parce que quand je suis parti en appart, la première fois, ma mère a décidé de toutes les donner à mon cousin sans me le dire parce qu'elle voulait que je m'en débarrasse, tu sais. Puis ça me fait chier parce que j'avais un esti de gros... comment il s'appelle, là? Ben, le chef des Gremlins, avec la traite blanche. Ouais. Il avait pris un pied en plastique, tu sais, puis je l'ai rechecké sur eBay, là, puis c'est genre 100$, là. Je le revoulais parce que c'est une belle bébelle à mettre dans l'appart, là, mais... Oublie ça, là. Là, j'ai comme, Chris, pourquoi tu l'as donné ça? À l'époque, je pense qu'on... en tout cas, moi, quand je me suis débarrassé de mes jouets, j'étais peut-être plus jeune. Non, ben, c'est ça, tu sais. Peut-être que mon tonnerre roulant de G.I. Joe, je peux aller voir, peut-être qu'il vaudrait 200$, là. Ouais, probablement. Une espèce de char d'assaut qui avait 2 pieds de long, tu fais rentrer 12 bonhommes dedans, chacun à leur poste de tir, il s'ouvrait, il y avait 2 missiles nucléaires qui sortaient, puis un truc de fou, là. Mais tu sais, c'est ça, c'est qu'il y a des jouets que je trouve qui sont encore beaux pour aujourd'hui, là. De l'époque que j'aimerais ça juste comme mettre en display chez nous, mais tu sais, c'est plus achetable, là. Je rachèterais pas, là. Non, c'est ça. Je suis pas un collectionneur de jouets en tant que tel, là. C'est plus pour décorer, en fait, si t'es trouves. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, exactement. Si je les retrouve à bon prix, je vais peut-être les repogner, mais... Ben, justement, moi, j'étais déçu parce que les seuls jouets, quand j'ai fouillé dans mes jouets, je voulais juste retrouver mes figurines de Beetlejuice, pis c'est les seuls que j'ai pu. Ah non! J'avais encore toutes les figurines tu sais, j'avais des figurines, justement, de Star Wars, des figurines de E-Man, mais tu sais, c'était tous les jouets à mes frères que j'ai eu, que tu sais, c'était mes jouets, mais c'était pas vraiment mes jouets, tu sais. Ouais. Puis les premières de Star Wars, moi, justement, j'ai des cousins qui s'en étaient débarrassés, puis j'ai trouvé moins le fun, tu sais. Ils bougeaient pas, là. Ouais, c'est pas des belles figurines pour c'est ça, les bras pliaient pas, ils étaient pas, tu sais, rendu là, je préférais mes G.I. Joe, là. Mais justement, dans le documentaire, les premières figurines, là, c'est cool de voir justement comment ils sont venus, qui en sont venus à les créer, parce que justement, ils ont vraiment pas eu beaucoup de temps. Puis c'est ce qui fait que pas Weber, c'est comment est-ce que Kenner. Kenner qui a eu le contrat de faire les jouets de Star Wars des 4, 5, 6. Parce que dans le fond, c'est une petite compagnie en plus, là. Ouais, c'est une petite compagnie. Puis dans le fond, c'est parce qu'au début, Star Wars, ils ont approché, exemple, Hasbro, puis en tout cas, peu importe, Némite, là, toutes les grosses Mattel, toutes les grosses compagnies de fabricants de jouets. Puis il y a personne qui voulait prendre le projet parce que dans le temps, à l'époque, ils croyaient pas, mais c'est pas juste ça, c'est parce que comme il explique, c'est que avant, à cette époque-là, dans les années 70, les jouets étaient faits, mais avec des émissions de télé. Parce que à télé, ben, tu veux pas, t'as la pub qui est tout le temps constante, t'écoutes la série, tu l'as chez vous, tu l'écoutes. Tandis qu'à cette époque-là, les films, t'es voyais au cinéma, mais t'es revoyais pas après ça à TV. Parce qu'ils passaient au cinéma, mais ils repassaient comme vraiment longtemps, puis ils passaient pas souvent à TV. Puis, fait que dans le fond, il y a aucune des grosses entreprises qui a voulu prendre le contrat de Star Wars parce qu'en plus, ils connaissaient pas l'univers, ils voulaient pas investir là-dedans. Puis, fait que là, finalement, George Lucas, il a approché justement Kenner, qui est une petite compagnie, mais il restait comme 8 mois avant la sortie du film, même pas, je pense. Okay. Puis ça le prend d'habitude, il disait, c'est 18 mois. Tu sais, passer du concept prototype, back and forth, d'approbation, puis tout. Fait que ils ont fait ça genre ultra rapide, là. Il expliquait, là, tu sais, le Jawa, la première cape qu'il y a sur son prototype, c'est littéralement le gars était à l'aéroport, il a enlevé ses bas puis il a coupé une cape dans sa paire de bas, tu sais, pour faire une cape au Jawa. Fait que c'est quand même cool de voir ce côté-là de... C'est ça qui est drôle, c'est que c'est sûr que Mattel après a fait comme tabarnak.
Ah ouais. Mais ben, surtout sachant que les jouets ont fait 14 billions puis les films 7 là. Ouais, mais je pense que je me trompe peut-être, mais je pense que ça existait pas le produit dérivé avant Star Wars. Ça existait mais pour les séries télé. Ouais. Même pour les séries Ouais, télé. oui, mais les années 70. Ouais. Ça existait, mais tu sais, c'était pas comme aujourd'hui, on s'entend. Non, mais parce que justement, il commence le documentaire là-dessus, justement, pour montrer le fait que, tu sais, avant, ça existait, mais pour les séries télé, mais ça avait jamais été fait pour les films. OK. Fait que, pis c'est pour ça que le monde était frileux à embarquer là-dedans, vu que les films, justement, comme je disais, t'as moins la pub fréquemment, tandis qu'une série télé, tu l'écoutes à tous les jours, en tant qu'enfant. Justement, Batman, Superman, des affaires comme ça, c'est comme Batman des années 60, là, il y avait des produits un peu dérivés de ces affaires-là. Mais c'était pas aussi poussé que Star Wars, mettons, début 80, Star Wars, les jouets, il y en avait une chier, là, pis ça... Ben, c'est les jouets, c'est les pyjamas, c'est les couvertes, c'est tout. C'est les oranges, maintenant. mais tu sais, il y a loin, là, pour vrai, ça a plus de sens. Puis de la salade. Ah ouais, non, la salade Doyle. Ouais, il y avait Ray dessus, j'avais vu ça. Ouais. C'est parce que... Ben, c'est Étienne Forêt, je pense qu'il l'avait publié, pis le monde faisait des jeux de mots genre Chewbacca, pis... Mais depuis que Disney achetait ça, ils mettent ça partout, là. C'est vraiment... C'est un peu intense. Ouais. Je pense qu'ils ont même pas besoin, en plus, de faire autant de promotions que ça, genre. Non, je pense pas qu'ils ont besoin de mettre un BB-8 sur des oranges, là. C'est parce que, tu sais, ils ont déjà, le produit est déjà vendu d'avance. C'est déjà, tu sais, on s'entend-tu, là? Non, mais c'est ce qui va faire qu'un enfant, avec sa mère à l'épicerie, ben, il veut cet orange-là à la place de l'autre parce que sur le paquet, il y a un BB-8, là. Ouais, c'est ça. Vrai. En même temps, si ça veut plus manger de fruits aux enfants, fine, là, mais... Ben, j'étais content, parlant de produits dérivés, justement, aujourd'hui, ben, ma copine emménage chez moi début février. Puis, bon, pour le fun, on s'est mis à amener une couple de boîtes, là, déjà. Elle reste déjà pas loin, fait que, à pied, ça se traîne bien. Puis, avec de la vaisselle, des affaires, là, qu'on sait qu'on veut garder. Puis, aujourd'hui, on a défait une boîte, puis là, elle sort ça, puis elle avait les vieux verres de Batman de McDonald's, là. Ah, les espèces de tasses qui est sorti pour Batman 3 j'ai les 4, là. Batman Forever, c'est Batman 3, ouais. J'ai les 4 tasses, puis justement parce que j'avais un de mes amis qui les avait quand j'étais jeune, puis j'étais jaloux de ces tasses-là. Puis je les ai retrouvées sur eBay là, comme 3-4 ans. J'ai fait comme je me rappelle de ces tasses-là, puis je voulais les racheter. Ils vendaient ça combien sur eBay? J'ai été chanceux parce que je pense qu'ils vendaient ça, c'était quelque chose comme 60 à 70$ pour le kit des 4. Puis moi j'ai pogné un qui était en auction, puis je l'ai pogné pour 25. OK. 25$ sur 4 tasses, c'est correct, là. Ouais. Ben oui. À l'époque, ils le donnaient genre avec le joyeux festin, non, je pense, ça. là, ou un truc comme ça, là. Ouais. Mais tu sais, en même temps, c'est... tu sais, les gens le vendent, surtout qu'aujourd'hui, le rétro a explosé depuis quelques années, ça a juste pas de sens, là. Tout ce qui est un peu vieux, le monde, ils le vendent à des prix de fou parce qu'ils savent que quelqu'un, quelque part, va l'acheter. Ouais. Ben, si c'est rare, là, je veux dire, s'il y a une grosse offre, qu'il y a plein de monde qui le vend. Les vieux jeux de McDo sont quand même à des bons prix quand même, là. Tu sais, tu peux avoir 10$ des fois pour une petite bébelle parce J'en que... ai une poche chez nous, là. J'aurais dû garder mes Fraggle Rock dans des chars légumes. J'ai encore, ouais. J'en ai une coupe aussi de ça. C'est cool. Pour vrai, puis je sais pas d'où ce qui viennent parce que moi quand j'étais jeune, je mangeais jamais de McDo. Non, je sais. Mais je veux dire je mangeais jamais de McDo, puis j'avais des je pense que genre tu peux acheter les jouets sans joyeux festin, je pense hein. À ce temps oui. À ce temps tu peux, avant je sais pas. À ce temps tu vois, c'est comme 2-3 pièces, t'achètes le jouet là. Ce qui est cool à cette heure, par exemple, d'un jouet de joyeux festin, tu peux avoir un livre. Je sais pas si c'est rendu au Québec. Quand j'étais allé au Nouveau-Brunswick, à Moncton, on était allé au McDo un moment donné, puis t'avais une bébelle, mais t'avais un livre, c'était quand même des beaux livres couleurs, là, un bel objet, fait que j'étais comme, wow, tu sais, c'est le fun, là. Ça, il pourrait même faire une série, tu sais, t'as juste des livres, puis ça pourrait être cool aussi. Ouais. Parce que souvent, les jouets, tu sais, justement, mes Fraggle Rock, tu sais, ça jouait dans le bain avec, tu sais, c'était des jouets qui étaient le fun à l'avoir sur le coup, mais 3 jours plus tard, tu sais, je retombais avec mes vrais jouets, entre guillemets, là. Ouais. Mais en même temps, il avait fait un moment donné, tu sais, là, ils ont refait des sur Nintendo en 2017, là. Mais il y en avait déjà eu aussi, dans les années 90, pour Mario Bros 3, si je me rappelle bien, là. Oui, puis j'en ai. Ça, je les ai encore aussi. Tu sais, t'avais un Mario qui avait un spring avec une... J'avais l'Akitu aussi sur un nuage. Que, tu sais, il se craque, là, puis il roule, là. Ouais, lui, puis t'avais l'autre, t'avais aussi un... En raton, j'imagine. Ouais, un raton qui springait, mettons, puis t'avais une tortue qui avait une pompe, là, tu pèses sa pompe, là, il flottait un peu. Ouais, ça, je l'avais aussi. Ouais, il y avait même des gadgets, là.
Puis il y avait aussi, dans le temps, il y avait les dinosaures, tu sais, l'émission Les Dinosaures. Ah, puis il y avait les jouets, puis j'ai retrouvé, justement, je n'avais déjà parlé, puis je l'ai retrouvé, j'avais le jouet du, tu sais, le petit bébé qui avait son chaudron, puis qui assommait tout le temps son père. Ouais. Puis j'avais le jouet, justement, de, tu sais, c'est une pompe, justement. toutes des pompes, les bonhommes. Puis, tu sais, il fait ça avec son il chaudron, il donne des coups avec son chaudron, parce que oui, ça, puis une gesticule, on sait que ça passe très bien à l'audio. Ouais, c'est ça. Il fait ça, hein. Il fait quoi? Ah, mais tous les jouets de Dinosaur, dans le fond, c'était toutes des pompes pis ils faisaient tous des mouvements weird, là. Ouais, il me semble. Mais tu sais, parlant de Dinosaur, on a déjà parlé, là, mais est-ce que ça finit pas bien, ça? Finalement, c'est pas le dernier épisode. Ah, non? Je pensais que c'était le dernier épisode. J'ai fait d'autres recherches par après, puis apparemment, il me semble que la série continue, mais c'est une misconception que le monde pense que c'est le dernier épisode parce que ça pourrait finir comme ça. Parce qu'il y a un épisode qui finit que c'est la comète, puis toute la famille est dans la fenêtre, puis je vous aime, puis on s'est tous aimés. C'est super dark, là. Je les ai pas écoutés beaucoup, tu sais, j'en pognais une fois de temps en temps à TV comme ça, mais j'ai pas suivi, c'est souvent le dimanche, on allait manger chez mes grands-parents, oui, il y avait d'autres choses. Mais il me semble que c'est le dimanche soir que ça jouait. Je pense que oui. Moi, j'allais manger chez mes grands-parents le dimanche, puis j'ai écouté les Looney Tunes au souper, là. OK. Pas mal ça. Non, chez nous, il y a pas de TV au souper, chez les grands-parents. Non, mais c'est pas au souper, mais c'est avant ou après l'heure du souper, les Looney Tunes jouaient, là, je me rappelle, j'écoutais pas pendant qu'on mangeait. Nous autres, oui, on avait littéralement une TV dans la cuisine. Ah ouais? Mais c'est une petite TV noir et blanc de 6 pouces. Ben, c'est ça, mes grands-parents avaient ça aussi, une TV noir et blanc de 6 pouces dans la cuisine, mais on l'allumait pas pendant le souper. Rouge avec une antenne. Aïe, aïe. Ouais. Il y a bien de monde qui n'a pas connu ça. Moi, j'ai gamé, man, sur console, c'était le noir et blanc, là. Ah, moi aussi. Sur du noir et blanc? Moi aussi. Moi, j'ai gamé sur la mini TV, là, la deuxième télé qu'il y avait dans la maison, là, parce que souvent en tout cas, dans mes amis, puis chez nous, puis dans la famille, la console était pas sur la télé du salon, là, elle était sur la deuxième petite télé, là, mais... Ouais, c'est vraiment, mes parents gamaient. Ben, moi, j'ai été chanceux parce que, moi, c'est ma mère, je jouais à des jeux avec ma mère. Mais c'était juste drôle parce que des fois j'étais chez des amis puis là ma mère elle m'appelait chez mon ami puis là je restais pas loin puis Alex là je suis pogné dans tel tableau peux-tu venir me le passer fait que là je partais de chez mon ami j'allais passer son level puis je retournais chez mon ami après genre. Tu m'appelais dehors d'ailleurs je rentrais chez une seule tableau je retournais dehors. Allez, on est vraiment nostalgique tout d'un coup on a parlé de Bébel puis je sais même pas pourquoi qu'on était rendu là-dedans. Je sais pas mais je pense que c'est à cause on a parlé de Netflix là puis d'affaires de jouets, là, je sais pas. C'est fort possible. On peut arrêter, tu sais. Ouais. Mais là, sinon, toi, tu travailles-tu sur Fallout 3, je pense? Oui, depuis, j'ai rembarqué dessus au mois de juin. J'ai fini ma BD qui est rendue aux poubelles, là, pour juste pour rire. Ben ça, je me demandais si tu voulais en parler ou pas. Oui, j'ai pas de problème, là, dans le fond, ceux qui sont pas au courant, parce que finalement, elle aura pas vécu longtemps. Je travaillais, c'était une BD dans le fond que je pourrais avait commandé à Berbère, un éditeur de Québec. Puis pour leur 35e anniversaire, puis eux autres ils m'ont approché Yves Pépeltier pour faire le scénario. Fait que j'ai travaillé là-dessus là pendant un an et demi. Ça a été rough, ça a été des semaines de fou. Yves, tu sais, à la télé ou dans ses numéros, tu sais, il a de l'air un peu tête en l'air, puis foufou, mais quand il travaille, c'est vraiment c'est une machine, il est discipliné, puis tu sais, c'est tout le temps un processus en continu. Donc tu sais, même moi si tu sais, on allait chez lui, je lisais le scénario, c'était tout des petites histoires de 4 pages. Je faisais un premier découpage à dessiner avec lui, je retournais chez nous, j'en faisais un deuxième, il me renvoyait un document de correction. Un document là, pour mes 4 pages, fait que je faisais des corrections, après ça crayonné, là lui entre-temps il disait on pourrait ajouter tel truc dans le background, une affiche de je sais pas les lundis des AA parce que c'était tout de la parodie. Ouais, ou maintenant pour l'époque aussi là. Ouais, c'est ça. Fait qu'il y a beaucoup de travail d'ajout, de correction, puis même des fois je il exagère là, puis finalement quand on a terminé la BD puis que j'ai eu le produit fini dans les mains, je fais tu sais le petit détail en background, le lettrage sur l'affiche, j'ai bien fait de le faire des fois ça a l'air du zèle sur le moment, mais une fois que le produit fini t'es tellement fier, ça crée un job. Mais tu sais sur le coup là tu sais je pensais terminer en octobre 2016 parce que moi je me fiais justement à Fallout 2 que j'avais fait à temps plein. Donc je me suis dit octobre 2016 je vais avoir fini. Tu sais, j'avais une avance sur droit, puis là, rendu en novembre,
puis je suis pas prêt d'avoir fini. Fait que là, je me suis trouvé une job pour une petite compagnie de jeux vidéo, Nanomonks, qui ont fait un jeu éducatif, la constellation de l'ours, pour inciter les jeunes à écrire. C'est vraiment cool. Puis, fait que là, tu sais, je travaillais le jour, je revenais le soir au studio Lunac, je m'installais, je dormais ici une soir sur 2. Je retournais travailler le lendemain, j'ai pris mes 2 semaines de vacances pour finir ma BD. Fait qu'un truc de fou, j'ai fini ça 1er mai, mettons mi-mai, là, les dernières corrections avec la couverture. Ça sort en juillet, Comic-Con de Montréal, Festival Juste pour rire, ok. Bon, mois d'août, après ça, tu sais, ça tombe un peu mort, il y a pas beaucoup d'événements, même les journalistes, les chroniqueurs sont plus en vacances, fait que là, ben, ça repart en septembre, une entrevue par-ci, une entrevue par-là, Salon du livre du Saguenay, arrive octobre, bim, gros scandale, l'autre espèce de tata de Roson qui est pas capable de garder en même temps il fallait que ça sorte ses mains dans les poches puis oui non fallait que ça sorte tout à fait là. Puis tu sais j'espère qu'il va se ramasser en dedans là, honnêtement. C'est juste que toi ça fait c'est comme un dommage collatéral en fait là. Oui, non, c'est ça. Mais tu sais j'ai été payé au moins ça là-dessus, j'ai pas c'est plus Berbère que passer proche d'être dans la merde à cause de ça, mais au moins Juste pour rire a racheté le lot de... C'est ça, l'éditeur, lui, Juste pour rire payait nos avances sur droit à Yves puis à moi, donc pour nous permettre de travailler dessus. Puis Berbère payait l'impression du livre. Puis finalement, donc eux, tu sais, ils pensaient justement faire un bon coup. Ils avaient imprimé 3000 en se disant ça va rouler. Puis je pense que ça l'aurait bien roulé, là, c'était quand même une bonne BD. Puis arrive le scandale avec Roson. Avec eux autres, ils auraient pu se remettre dans la merde, puis là, une semaine ou 2, ben ils ont réussi à négocier que Juste pour rire rachète le restant au prix d'impression au moins là, je sais pas les détails du truc. Mais tu sais le propos de la BD aussi fait que on pouvait pas dire on va attendre que ça se calme, que quelqu'un rachète Juste pour rire. Puis on va repartir, parce que dans le fond, Yves, ce qu'il avait écrit, lui, c'était une espèce de fiction historique. Donc on suivait Vito, qui est l'alter ego de Vittorio, qui est le designer italien là qui a créé cette mascotte-là de Victor. Dans le fond, il voulait une BD pour Victor, parce que c'est qui Victor, personne ne le sait, à part dire maman c'est fini. Ouais. Fait que là, on part dans les années 40 à Venise, Vittorio, 14 ans, qui tombe sur cette bébête-là, qui après ça émigre au Canada, il suit. On retrace toute l'histoire de Montréal puis de l'humour des 50, 60 dernières années, toujours au travers de personnages historiques mais fictifs, c'est comme La Proute, puis Charles Trenet, puis le général Charles de Gaufre, puis on refait toute l'histoire, puis souvent plusieurs événements historiques comme les meurtres du Forum, ben c'est tout le temps la faute à Victor. OK. Puis personne le voit à part Vittorio, ou presque. Il se manifeste quand il veut. Fait que ce qui fait que dans les années 80, il est plus capable parce qu'il retrouve tout le temps dans la merde à cause de cette petite bébête verte-là. Puis il vend un jeune promoteur, Wilbert Roseau, qui a besoin d'une mascotte pour son nouveau festival d'humour. Fait que donc là, après ça, on embarque vraiment avec Wilbert Roseau. Et on va même jusqu'à faire un clin d'œil, tu sais, adresser les agressions de 98 pour lesquelles il avait plaidé coupable. OK. Et lui, il était super d'accord avec ça. Tu sais, Yves s'était assis avec, puis il l'avait interviewé, puis bon, il se connaissait aussi, puis tu sais, Roson, il disait non, mais j'ai changé, tu sais, puis j'ai remis ma vie en ordre après ça, puis tu sais, même à l'interne, peut-être pas ses collaborateurs immédiats, mais les humoristes, souvent, c'était l'impression qu'il y avait, tu sais, il y a un avant puis un après 98, puis là, dans BD, ben, après ça, c'était un peu sa rédemption et tout. Ouais. Et finalement, c'était toute de la merde. Fait que tu sais, la BD est rendue invendable. Ouais. Donc non, ça fait mal parce que tu sais, je me dis j'aurais pu faire Far Out 3 pendant ce temps-là, j'aurais pu faire tellement d'autres choses. Puis même si j'ai été payé, tu sais, quand on regarde le nombre d'heures rendu à l'heure, c'est aussi bien d'aller travailler chez McDo là. Puis en plus, quand tu fais 60-80 heures semaine. Non, littéralement, c'est ça, tu le disais tantôt, mais tu dormais ici, là. Ouais, c'est ça. Je venais travailler sur le studio avec Ben, justement, puis t'étais ici toutes les fins de semaine, puis... Puis j'ai été chanceux, ma copine Mélanie, elle m'a full supporté, tu sais, elle me faisait des petits plats, elle venait super avec moi, puis je pense sinon j'aurais fait une overdose de ramen, là, puis de sandwich de dépanneur, là. Ouais, c'est donc, Puis en même temps, même après ça, tu sais, même que c'est déjà été payé avant... C'est la visibilité, les gens font comment, c'est qui ce gars-là, tu sais, puis il peut s'intéresser à d'autres projets, tandis que là,
C'est comment, ben, j'ai oublié ça. Hein, ouais, tu sais, même si je pensais pas faire nécessairement plus d'argent dessus, il aurait fallu qu'ils en vendent vraiment des quantités incroyables, ou même qui développent le marché en Europe. Tu sais, je pensais justement surfer là-dessus en termes de visibilité, en termes d'entrevues, tu sais, me faire connaître, puis je me dis, ben, à chaque fois que tu sais, on vise un public super large, tu sais, avec une BD pour juste pour rire. Donc, je me suis dit, ben, à chaque fois qu'il y a quelqu'un d'autre qui connaît mon travail, ben, il y a une chance aussi qu'il découvre Far Out, ou qui, donc, tu sais, je pensais beaucoup, bénéficier de ça, puis je me disais, ben, tu sais, ça vaut la peine, là, de mettre mes projets de côté pour faire ça, parce que, à long terme, ça va être une bonne chose. Et, non. Donc, mais bon, tu sais, c'est ta première commande, par exemple? De bande dessinée, pour un album, oui. Ouais. Tu sais, j'ai eu des petites commandes, là, des fois corporatives. Ils voulaient une BD pour envoyer à leurs clients pour Noël, ou des trucs comme ça, mais tu sais, vraiment une BD complète, là, tu sais, c'était 80 pages couleur. Quand même, c'est une bonne job. Fait que, c'est ça. Ben, au moins, tu faisais la couleur aussi? Oui, je faisais la couleur aussi, mais tu sais, même à la fin, j'ai été obligé de demander à des amis, là, j'ai payé là pour faire les aplats de couleurs. Donc Caroline Brown a fait une coupe, Laurence Léa Dionne qui partage un espace de studio ici à Lunac avec moi en a fait aussi. Donc pour essayer de finir à temps, mais là ben finalement ça devient encore moins payant parce que faut que j'y paye à chaque fois qu'ils font une page. Mais oui, mais bon, tu sais, j'ai 80 pages de BD de plus derrière la cravate. Puis ça te fait une belle anecdote aussi, là. Ça, dans une couple d'années, ça va faire une belle anecdote, là. C'est sûr que, ouais. Ça fait déjà une couple de mois, pis tu sais, quand j'y repense, je trouve ça encore, encore dur. Non, c'est clair, c'est vrai. C'est le travail que t'as mis derrière ça. Toi, quand ça a explosé, tu t'imaginais juste d'endormir sur le divan, manger des ramen, pis le travail que t'as mis, puis ça vient de tomber à l'eau one shot. Ouais. Fait que, mais tu sais, bon, en même temps, quand ça, ce contrat est arrivé, tu sais, j'avais pas grand chose non plus, comme contrat. Je m'étais trouvé une job alimentaire que j'aimais pas. Far Out, ben il était pas fini d'écrire, puis tu sais, ça tombait quand même. Il y avait pas encore de plan pour faire un Kickstarter ou quelque chose. Ouais. Donc c'est bien tombé, tu sais, puis à l'époque j'étais bien content, puis bon, tu sais, j'en ai quand même bien bénéficié en le faisant, même si c'était des semaines de fou, tu sais, j'avais une paye correcte faire de la BD. Donc mais bon, gars, on peut pas faire grand chose rendu là, fait qu'on je vais focusser sur Far Out 3 à la place. Tu sais, je la faisais, puis tu sais, c'était pas nécessairement des choses que j'aimais beaucoup dessiner, tu sais, c'était souvent des scènes de ville de Montréal, plus contemporain. Beaucoup de gratte-ciel, de building, de building historique, beaucoup de, tu sais, c'était il y a eu énormément de recherches à faire justement au niveau des lieux. OK, la gare centrale en 55, ça ressemblait à quoi? Le port d'Halifax, le forum, l'hôtel de ville, machin et tout. Puis là, à chaque 4 pages, je changeais de place, je changeais d'époque. Fait que tu recommençais ta recherche. OK, on est rendu en 65, la mode, c'était quoi? Le parc La Fontaine, le jardin des merveilles, ça ressemblait à quoi? Mais tu sais, c'était pas j'ai pas le même plaisir à dessiner ça que à dessiner des robots cowboys qui se tirent dessus dans le désert, mettons, là. C'est sûr que quand tu tripes sur quelque chose, tu te laisses loose, puis tous les détails que tu veux mettre dans le background, c'est toi qui décides. C'est ça. Mais justement, parlant de Far Out, parce que là en plus il y a le dessin en arrière. C'est dernièrement, j'ai vu, je sais pas si c'est toi ou si c'est Gauthier qui l'avait partagé, mais qu'il y a quelqu'un qui avait fait une figurine du personnage de Far Out. Oui, ça dans le fond. Puis elle est vraiment nice. Mais Gauthier, il est chez eux. Oui. Elle est super belle. Moi aussi, j'en ai une, faut juste la peinture. En fait, c'est quand on a fait notre Kickstarter pour Far Out 2, parce qu'il faut savoir, c'est que Far Out 1, on l'avait fait à temps partiel. C'est pour ça que c'était un webcomic aussi, tu sais, ça me forçait à produire une page par semaine, ou à peu près. Maintenant on s'est dit le 2, on veut le faire à temps plein. Lunac, c'est un petit éditeur, et puis il y a pas grand éditeur anyway au Québec qui peuvent dire je te mets 15 000 $ pour en avance pour faire une BD. Donc on a fait une campagne de socio-financement, puis on avait inclus des figurines là-dedans. Fait que c'est l'artiste Véronique Dumas, Véro Dumas sur Facebook. Elle est vraiment géniale. Elle a fait ça. C'est une fille qui vient plus du milieu du cinéma, faire des props, faire beaucoup d'accessoires. Puis c'est mis à sculpter aussi pour le fun. Puis elle tripe figurine.
Puis c'était Serge, un des partenaires du studio qui la connaît, c'est une de ses amies. Puis quand on a décidé de faire le Kickstarter, elle nous a mis en contact avec, donc elle nous a fait 6 figurines. Donc, qui étaient disponibles pour le Kickstarter. Puis sont vraiment belles. C'est figurines, mais toi puis Gauthier, vous en avez une, fait qu'il en reste 4 en circulation. Il y en a 3 qui sont partis pour le Kickstarter. Nous, on en a chacun une, puis je pense qu'il y en a une autre à quelque part. Parce que moi, je pensais que c'était fan-made, parce que moi, il me semble que j'avais vu, c'était une vidéo, puis ça fait pas longtemps que j'ai vu ça partagé. Ah, peut-être qu'il y en a quelqu'un d'autre qui en a fait après. Ben, je pense que oui, parce que c'est peut-être 2 semaines que j'ai vu ça, puis que le commentaire, c'était écrit, une fan a décidé de faire une figurine. Ah, ok, ouais, je pense qu'on parle pas de la même affaire. Attends, ben là, les auditeurs pourront pas voir, mais je vais te montrer sur mon Instagram notre figurine officielle à nous. Puis tu pourras me dire si c'est elle que t'as vu passer. À la limite, on peut la mettre. De toute façon, je vais couper ce bout-là. Là. Je vais aller checker en même temps. Est-ce que c'était ça? Je pense que oui. C'est ça, c'est bel et bien la figurine que Véro Dumas avait faite. Donc c'était eux qui étaient disponibles pour le Kickstarter. C'est un des fans de Far Out. C'est des gars du lac ou du Saguenay qui descendent à chaque Comic-Con. Puis le frère, dans le fond, cet été, avait acheté la figurine de Far Out pour son frère. OK. Qui est un grand fan, là, Jonathan, puis Maxime est mort. Puis il a offert à Noël. Okay. Donc il a tout monté, il l'a peinturé, puis c'est vraiment nice, pareil. Donc oui, c'est la même figurine qui ça, était je pensais que c'était récent dans le fond de la façon. Ben c'est quand même récent. La figurine comme telle a pas été sculptée récemment, mais elle a été offerte en cadeau récemment. Je comprends mieux maintenant. Mais c'est ça doit être trippant pareil de voir parce que oui, les gens dont achètent la BD, c'est cool, mais quand tu vois des fans, ça crée un... Tu sais, éventuellement, on sait pas, là, ça peut aller où, là, ça peut arriver qu'il va y avoir du monde déguisé en robot de Far Out des conventions. Ben, écoute, ça, c'est mon grand fantasme, là. Ouais, c'est clair, ouais. La journée que je vais voir quelqu'un arriver avec un cosplay de Far Out, là, je pense que je vais me mettre à pleurer. Surtout s'il attend pas pis tu le croises, pis là, comme tu le regardes, t'as peu, fuck, genre, tu le vois pis t'es... Quelqu'un que je connais pas, ou, que je connais juste de convention, là. Ouais, c'est ça serait cool. Je pense que j'aurais au moins une larme. Parce que, alors, j'avoue, si une tu larme le connais. Puis un semi-croquant en même temps, si tu le connais, tu fais comment il a fait ça pour moi, mais quand tu le connais juste vraiment pas, c'est vraiment plus cool. Non, c'est ça, c'est juste quelqu'un de passionné, tu sais, puis ça aussi, dans le fond, tu sais, il savait que, pour la figurine, il savait que son frère, il trippait, tu sais, son frère m'avait déjà commandé, Jonathan m'avait commandé une commission à un moment donné au Comic-Con, il y a peut-être 2-3 ans, tu sais, il se voulait lui dans l'univers de Far Out. Okay. Tu sais, j'ai pris sa photo, puis là, je l'ai refaite avec un uniforme, cowboy un peu. Je me rappelle plus si je l'ai fait en western ou si j'ai fait un uniforme militaire, de la Democratic State Confederacy. On le voit un petit peu à la fin du tome 2, je vais pas trop spoiler, parce que le tome 3 s'en va pas mal là-dedans. Donc, enfin bref, tu sais, c'est le fun d'avoir des tripeurs, des fans, là, puis... Ben, c'est un peu pour ça que tu fais ça aussi, tu sais, dans le fond, je vais aller à quelque part avec cette phrase-là. Mais fait que c'est de la BD en tant que tel, t'imagines pas en dessinant que tout le monde va capoter là-dessus, là, mais... Non, mais ça rend tangible la portée de ton travail. Ouais, c'est ça. Tu sais, à la base, c'est pas pour ça qu'on fait ça, dans le sens que on veut raconter des histoires, puis on aime ça, mais c'est peut-être pour ça qu'on continue de le faire. Par contre, parce que c'est tellement de temps, tellement d'énergie, tellement peu d'argent. Que c'est le fun d'avoir au moins du monde qui trippe là-dessus. Tu sais, c'est à chaque fois que je suis à un festival de BD ou un Comic-Con, tu sais, je reviens, puis comme... à moins que ça se soit mal passé, mais c'est rare, là. Je reviens super crinqué puis énergisé, puis OK, let's go, j'embarque, là, puis je donne un coup. Donc, non, c'est beaucoup, justement, parce que le monde trippe qu'on continue de le faire, là. Ouais. Ça a commencé comment faire le projet de Far Out en tant que tel? Tu sais que tu tripes ces robots depuis longtemps, là, mais... Ben, moi, dans le fond, je suis un fan de western, de BD western depuis que je suis tout petit. Mon père avait il y avait des Lucky Luke, il y avait des Blueberry, Lieutenant Blueberry, avec ça, Akira, là, c'est ma BD préférée. C'est dessiné par Jean Giraud. Souvent le monde va le connaître sur son nom qu'il utilise pour la science-fiction, Moebius. Ben oui. Donc il avait travaillé avec Jodorowsky justement pour le Dune. Ouais, c'est ça. Il avait fait une BD, il avait fait des BD après. après. Il avait fait L'Incal. L'Incal, c'est ça, je cherchais le nom.
Donc, c'est probablement le plus grand BDiste français, là, ever, à mon avis. Puis, c'est ça, c'est une série de western qui se passe, dans le fond, avec la conquête de l'Ouest, les guerres indiennes. On revient sur sa jeunesse pendant la guerre de sécession. Donc, mon père, ils les avait toutes. Moi, je tripais à fond. Puis, j'étais chanceux. Quand j'étais petit, je viens de Joliette. Puis j'habitais en face d'un parc. Puis l'autre bord du parc, il y avait la bibliothèque municipale. Puis il y avait une belle collection de BD. Fait que j'allais tout le temps me chercher des BD. Puis là, je suis tombé dans des tuniques bleues. Puis donc j'ai tout le temps trippé western. Puis dans le front 2 avec Gauthier, on avait fait une histoire, un western qui s'appelait Peine de mort. Donc c'était un 12 ou 14 pages, là, un petit drame là, western avec une petite touche d'humour aussi. Puis pour faire ça, on s'était tout tapé les vieux films de Sergio Leone, puis on tripait là, c'était des belles soirées de recherche. Puis ou d'autres films comme Open Range entre autres, puis et après ça, Studio Lunac, qui existait mais qui faisait pas encore de BD, il vendait beaucoup de figurines puis il faisait du produit dérivé, donc des sacs, des ceintures, des affiches. Fabrice, qui est un des fondateurs du studio, m'avait demandé de fournir des visuels, puis j'avais fait des robots cowboys comme celui qu'il y a derrière moi présentement. Donc ça, c'est pas un personnage de Far Out, c'est vraiment un robot cowboy que j'avais fait pour ces items-là. Puis j'étais comme aïe, tu sais, ça pourrait faire. Et puis Fabrice aussi, il m'avait fait la même remarque, il disait hey, t'as quelque chose là. Puis j'avais dit à Gauthier, on travaillait ensemble dans le front, puis on avait d'autres projets de BD ensemble. Puis tu sais, il y a une différence souvent que je dis quand j'ai des cours de BD aux jeunes, sans avoir une bonne idée, un bon concept. Puis un scénario bien ficelé, tu sais, c'est vraiment deux choses. Donc j'ai dit à Gauthier, tu sais, si à un moment donné t'as une idée justement pour une BD avec mes robots cowboys, ça pourrait être cool. Puis comme de fait, ben il m'est revenu quelques années plus tard avec ça. Et c'est là qu'on s'est lancé. Quelques années plus tard, c'est pas la même année, là. Non, tu sais, ça ces produits-là, ça avait été fait en 2009. Puis je pense que c'est autour de 2010. Ouais, dans le fond, non, pas si longtemps que ça, plus 3 ans plus tard. J'essaie de penser dans mon timeline là, d'appartement, j'étais rendu où dans ma vie, puis là j'étais retourné à Joliette dans ce temps-là. Donc ouais, à peu près 3 ans plus tard. J'ai longtemps eu à faire ça aussi, compter mon timeline en déménagement. Ouais, c'est ça. Mais où j'étais avec quel blonde à l'époque, puis moi, dans le fond, Far Out, j'ai connu ça, j'ai découvert ça, c'est à cause grâce à Jake, parce qu'il m'avait dit, Olivier Verpentier, tu trouves mes dessins sont beaux, ce gars-là est écœurant, puis là, j'étais comme, ok. Il dit, t'aimes-tu les robots? Ben ouais, quand même. T'aimes-tu les westerns? Je dis, ben ouais, j'aime ça quand même, tu sais, Puis là, il fait comme, achète ça. Puis là, il m'avait dit, ok, cool, je vais essayer. Tu sais, à tous les Comic-Con, je me donne comme but d'acheter une BD que je connais pas. Ok. Puis je découvre, puis des fois, une BD québécoise? Pas nécessairement. Quasiment tout le temps. Ok, cool. Depuis 2-3 ans, c'est toujours québécois, comme l'été passé, l'esprit du camp de M. Fabien, c'est celle-là. Puis j'avais trippé, c'est pour ça que j'ai acheté le deuxième, tu sais, fait que j'ai continué vu que j'aimais ça. Si j'avais pas aimé ça, j'aurais arrêté là, mais pour ça que à chaque fois que je te voyais, j'étais comme Happy Far 3. Ouais, ben c'est ça, on se le fait demander beaucoup, puis là ben c'est de ma faute finalement, tu sais, quand le 2 est sorti, on dit on revient l'année prochaine avec le 3. Puis particulièrement au Comic-Con de Québec, parce que le timing a fait qu'on les sortait tout le temps vers le Comic-Con de Québec à l'automne. Puis on a des gros fans là-bas aussi. Puis là, ben l'année d'après, genre pardon, donc à l'automne 2016, là, j'étais sur Juste pour rire. Ouais. Et je pensais finir en octobre 2016. Finalement, ça s'est étiré en mai. Mais je pensais pas que ça irait jusque-là, fait que je disais au monde, ouais, non, cette année, j'ai pas pu, mais l'année prochaine, en 2017, on va l'avoir. 2017, ben là, il est arrivé, puis finalement, je commençais mon crayonné peut-être. Fait que là, on espérait 2018, mais là, j'ai pris beaucoup de retard, puis avec ma job, puis tu sais, je veux pas lâcher ma job, parce que, d'un, c'est un salaire, déjà. Puis de deux, j'adore vraiment ce que je fais, là. Je fais du pixel art isométrique, là. Là, tu parles avec... pour le jeu vidéo, oui. La constellation de l'ours. La constellation de l'ours. Allez voir ça, on a une page Facebook, là. C'est des petits d'âge primaire à la maison. On peut en parler, ou pire. Oui, justement, je suis allé voir la page, le site web directement, là. Puis non, ça a l'air d'être quand même bien fait. Mais c'est cool, juste on peut en parler, rendu là. Ok, cool. Oui. Ben, dans le fond, c'est Joseph qui est le concepteur du jeu, Joseph Barry, qui est un gars qui a fait de la BD aussi. Puis il donnait des ateliers de BD.
Et il s'est rendu compte que, bon, tu sais, les jeunes, il y avait quand même un imaginaire, mais quand arrivait le temps d'écrire un scénario, il y avait souvent des problèmes de page blanche, je savais pas où commencer. Donc, il s'est dit, bon, on pourrait leur faire une espèce de carré de sable dans lequel ils créent un univers, un peu à la SimCity, mais avec plein de thèmes. Tu sais, il y a des éléments de western, de médiéval fantastique, de science-fiction, de contemporain, d'horreur, un monde miniature aussi avec des jouets et tout. Et ils placent leurs personnages, ils placent leur monde. Puis après ça, à chaque élément, chaque personnage qu'ils placent, ils peuvent leur associer un texte. OK. Et ce qui est le fun aussi, c'est que quand tu fais ça, quand tu as terminé, tu l'envoies en révision, donc ton enseignant par un site internet peut faire ses corrections, te le renvoie. Toi, quand tu retournes dans le jeu, à côté de ton texte, un petit point à côté de ton personnage, mettons qu'il y avait un texte puis qu'il y avait une faute, t'as un petit point d'exclamation rouge. Fait que tu sais que t'as une faute à aller corriger. Puis quand ton enseignant il dit OK, c'est bon, t'as terminé ton défi, parce que dans le fond l'enseignant lance des défis d'écriture aux jeunes. C'est là, écrivez-moi une histoire avec au moins 200 mots en parlant de tel sujet, mettons. Ou avec les tout petites premières années, ça va être du vocabulaire à chaque fois que tu places une maison, un arbre, un chien, c'est de le nommer, d'écrire ce que c'est. Puis quand il a réussi son défi, c'est que tous les autres élèves de la classe peuvent, à l'aide d'un petit avatar qui se font eux-mêmes, aller se promener puis aller lire les textes, aller voir les mondes que leurs amis en fait, ils font les compagnons de classe, on peut dire. Ouais, c'est ça, ils peuvent aller se promener dans ton monde, voir ce que t'as fait comme histoire, comment t'as designé le truc. Pas que je suis jaloux, mais c'est que j'aurais aimé savoir ça étant Chris, moi aussi j'aurais aimé savoir ça. Notre vie aurait été différente. On est vraiment une petite équipe à Job, on est 6 là, c'est une nouvelle compagnie. Puis, tu sais, quand arrive le temps de faire une mise à jour, ou même qu'on a sorti la première version, là, c'est OK, tout le monde, on lâche ce qu'on fait, puis on teste. Fait qu'on fait du test. Fait que là, on crée des mondes, on crée des... Là, je suis comme, j'aime ça. Puis, tu sais, en plus, tu sais, je connais, c'est tout moi qui dessine presque tous les éléments, là, qu'on place. Puis, tu sais, j'ai du fun, là, Fait que dans le fond, le marché principal, c'est pas la vente à domicile, c'est éducatif pour à l'école. Oui, c'est ça, là, présentement, c'est vraiment destiné au marché scolaire. Par contre, il n'y a rien qui l'empêche de l'avoir pour à la maison. Et la première licence est gratuite. Et ce qui fait que un parent pourrait dire, je télécharge le jeu, j'ai une licence gratuite, fait que je crée des défis d'écriture pour mon jeune, puis mon jeune, il se connecte au jeu, il y va, puis let's go, on y va. Pardon. Après ça, pour une classe, là, c'est sûr que l'enseignant, il prend sa licence gratuite, puis après ça, il faut qu'il rachète une vingtaine d'autres licences. Et peut-être, c'est dans les plans, même si on n'a pas de date, une version qui est destinée à la maison, peut-être un peu moins éducative, mais plus plaisir, ou que là, on peut créer des aventures avec des NPC qui peuvent réagir puis attaquer notre avatar, ou ça soit plus interactif. Comme ça, c'est ça, un peu plus interactif que juste aller lire les histoires. Mais là, comme c'est là, il y en a-tu justement des écoles qui ont des labos complets d'élèves, là, qui... oui, on a, le jeu est sorti en septembre, donc c'est quand même très récent. Okay, puis on a à peu près 1000 utilisateurs. OK, Chris, donc, c'est quand même pas mal. Oui, s'il va par, mettons, 20 élèves par classe, ça fait quand même beaucoup de classes. C'est ça, c'est encourageant, c'est sûr que c'est pas assez pour que ça soit encore rentable. L'année prochaine, il faut qu'on augmente. Mais c'est encourageant. Puis tout, justement, vu qu'on est encore dans la première année, on va voir en classe comment ça se passe. Il y a des profs qui trippent full sur le jeu. Fait que, ils nous invitent à aller faire des tours. Puis, les jeunes, ils capotent, là. Puis même, on est allé dans une classe où le professeur venait de l'installer. Puis il voulait qu'on fasse une démo. On a fait une démo pour le prof et pour les élèves. Et pour le reste de la période, les élèves pouvaient jouer dedans, puis l'enseignante a dit mais vous êtes pas obligé d'écrire si vous voulez, c'est juste pour familiariser avec l'interface. Puis à chaque fois qu'on se retournait de bord, il y a au moins 5-6 jeunes qui étaient en train de placer des textes sur leur personnage ou sur leur maison ou sur parce que c'est stimulant. Oui, non, c'est ça. Tu sais, ça me stimule déjà juste que t'en parles, puis je m'imaginais moi petit là, puis parce que moi j'avais problème de me concentrer souvent, puis ça m'aurait aidé là. Ben oui. Ah non, c'est non, il y a vraiment des lacunes dans le système d'éducation justement de rendre ça trop méthodique puis trop strict si on veut, puis je trouve que d'y aller avec des méthodes comme ça, justement des jeux puis tout ça, justement ça va chercher l'intérêt de vouloir s'améliorer et pas juste avoir à s'améliorer parce qu'on me dit qu'il faut que tu t'améliores, tu sais. Non, c'est ça. Puis là, le fait que tes chums dans ta classe puissent aller voir
ton monde, ton univers que t'as créé. Tu veux impressionner, fait que c'est ça. C'est pas juste je le fais pour une note puis pour montrer au prof, tu sais, non, je veux créer de quoi de cool, là, parce que je sais que les autres vont aller le voir, là. Ouais. Fait que tu vas te forcer encore plus à trouver une idée que quand t'écris une production écrite juste pour ton prof qui va la lire, puis que tu l'écris juste dans le but d'avoir remplir la demande. Ouais, c'est ça. Puis en plus, t'as pas le stress d'un oral, parce que tu parles pas devant tout le monde. Non. Fait que tu sais, il y a quand même des orales dans les écoles, on s'entend, là, mais je veux dire, c'est comme c'est parfait, là, dans le sens pour faire ça, là. Ouais. Ah, c'est un beau projet. Ouais, fait que la constellation de l'ours, là, allez voir ça sur Facebook, puis s'il y en a qui ont des petits à la maison, ils peuvent télécharger une version là, gratuitement avec il va avoir une licence. Vous créez un compte sur notre site internet, vous créez un défi. Tout genre un enfant, je peux te demander pareil. Oui, oui. Pour vrai, je vais sûrement le faire parce que je vais aller voir c'est quoi un peu. Ou si jamais il y a du monde qui nous écoute, que c'est des professeurs ou whatever, là. Puis tu dirais que ça va chercher de quel âge à quel âge le principal. Première à 6e année. Okay. Il y a une école qui l'ont commandé pour tout leur niveau, y compris la maternelle. À ce moment-là, ça va être moins nécessairement l'écriture qui va être mis de l'avant, mais ça va être beaucoup les consignes orales. Donc, OK, tout le monde, on ouvre le jeu, puis là, l'enseignante de maternelle, elle dit, OK, dans le coin en haut à gauche, vous placez un arbre ou un conifère, mettons, ou un feuillu. Fait OK, après ça, au milieu, placez une maison avec un toit rouge. Donc, ça va stimuler vraiment le respect de consignes puis de compréhension. Temps, la technologie fait tellement partie de notre quotidien aujourd'hui que c'est bon que les enfants l'apprennent plus. Oui. Parce que moi, quand j'étais plus petit, c'était plus ou moins... la technologie était moins présente là, dans notre univers à la maison, mais là, elle est partout. Là, fait que il faut qu'elle commence quelque part aussi. Là. Moi, nous autres, on avait des cours qu'on avait le droit de suivre. C'était pas obligatoire, mais au primaire, là, c'était des... je pense que c'était des... Les options primaires, c'est rare. Non, mais c'était du parascolaire, en fait. OK. Mais c'était des cours de programmation en DOS. Ce qu'on sait qu'aujourd'hui, c'est tellement pratique. Pas de programmation, mais des comment gérer, fouiller dans des fichiers en DOS. Ouais, je l'ai fait. Ah, OK. Comme écrire la bonne commande pour ouvrir ton jeu. Puis après ça, je me rappelle qu'il y avait un genre de, entre guillemets, que je fais en ce moment, un logiciel, que t'allais éditer, tu pouvais rentrer là-dedans, mettre des couleurs, faire du texte, je me rappelle plus. En tout cas, il fallait que tu rentres les commandes pour rentrer là-dedans, puis après ça, comment aller fouiller des fichiers avec les bâtons C, //, puis CD, en tout cas, whatever. Chez ma mère, je lui ai dit que c'est chez en DOS, puis pour jouer à mes jeux, il fallait que je rentre des commandes. Mais tu sais, pour vrai, là, j'ai essayé l'année passée, puis je me rappelle même pas comment ça marche. Non, c'est ça. mais à ce temps, ça existe à l'ordi, si tu veux jouer à des vieux jeux DOS, c'est DOSBox. Puis c'est juste un petit logiciel gratuit que tu downloads, puis ça load comme si c'était un DOS, mais au sein de Windows. OK. Mais moi, le premier ordinateur qu'on a vu à la maison, c'était un 486. Oh. Puis il fonctionnait. Puis je sais pas si c'est parce qu'il était mal seté ou si c'était comme ça à l'époque, mais il y avait Windows et il y avait DOS. Oh, OK. Et je me rappelle que certains jeux, il fallait que je sorte de Windows. Et là, je me ramassais dans non, c'était pas mal seté, c'était comme ça, parce que même moi, mon vieux PC, t'avais le Windows, je pense pas. Non, mais les PC dans le temps, jusqu'à là, encore très récemment, t'avais le DOS, puis après ça loadait sur Windows. Après, le DOS, t'étais tout le temps sur un PC avant, là. C'est juste qu'il fallait que tu rentres de quoi rapide, puis avant, pour empêcher le Windows d'ouvrir, puis après ça, tu restais juste dans le DOS. C'est vrai que si on l'ouvrait, genre, quand il loadait, mettons, on pesait /Enter puis il restait dans DOS, là. Quelque chose dans le genre. Moi, c'est vrai, c'est faut que je rentre une commande pour aller dans mon Windows à l'époque, là. Ouais, c'est ça, oui. T'allais pas Windows directement, là. Ouais, c'est ça. Je pense à un moment donné, ça avait changé. En tout cas, mais oui, je pense que on a eu les deux. Il fallait faire comme /Windows. Ouais, il y a une époque, il fallait que tu rentres une commande pour pas aller sur Windows directement. Puis moi, le premier ordi que j'ai eu, il fallait que je rentre une commande pour aller sur Windows. OK, fait que ça veut dire parce que c'était le même ordi, ça veut dire qu'on a eu les deux dedans, là. Ouais. Mais moi, vraiment, le premier ordi que j'avais, c'était mes parents avaient acheté, c'était un Tandy de Radio Shack. C'était un peu c'était un peu le cousin du Commodore, en fait. Ah, OK. Puis justement, j'ai retrouvé le clavier, là, ça ressemblait à ça. Tout le monde à la maison, ça ressemblait à ça. Ah, on voit ça dans les vieux films des années 80. Ouais. Puis, c'est quoi, finalement? Dans le fond, c'est ça, t'as quel âge, toi? 32. OK.
Tes parents sont en techno, ça veut dire? T'as eu ça jeune? Ouais, non, mes parents, mon père a tout le temps bien aimé côté plus techno. Ah, vous êtes le premier au lac à avoir Internet, je pense, ou... Ben, pas nécessairement au lac, mais de tous mes amis, j'étais le premier à avoir Internet, là. Puis, c'est son père qui a passé le fil à bout de bras. Parce qu'il il a fait la traversée du lac avec le fil. Mais non, Chris, ça, les jeux, c'était sur des cassettes audio à tape, là. C'était même pas, c'était avant les floppy disks, là, non, les mais grosses au disquettes il y avait là. une console que c'était des cassettes audio que... Ouais, je sais, j'ai été joué dessus, l'année passée. T'en rappelais pas? Ben oui, j'ai été joué, je sais plus c'était à quoi, mais finalement, j'ai fait comme, c'est trop long. Même Nintendo avait développé des jeux comme ça, mais on les a pas, nous autres, ici, là. Mais tu sais, ces ordi-là, c'était bizarre parce que c'était tout modulaire. T'avais le clavier qui était la base de l'ordi, l'écran. Après ça, il y avait un modem à part que c'était pas Internet, mais c'était un genre d'Internet, puis je m'en rappelle plus comment ça s'appelait. En tout cas, on a déjà eu comme une espèce d'internet avant internet là. C'est quelqu'un qui nous écoute qui sait de quoi je parle c'était pas comme le Minitel comme en France. Non, c'était je sais plus c'était quoi. Puis là après ça t'avais le module à lecteur cassette à part là, justement cassette audio, puis après ça on avait le lecteur de floppy disk, puis ouais. Ah, ça me fait juste rire, là. Ah, man, ça me ramène tellement de souvenirs. Même les floppy disks, là, c'était cool en crise. Après, je sais pas, les disquettes, je me rappelle plus c'est combien de données que tu fais rentrer dessus, là, mais tu sais, au secondaire, moi, quand je restais au secondaire, c'était à mes effets scolaires. 3.44 MB. C'est ça. Si je me trompe pas, il me semble que c'était ça. Il fallait que j'aille ça. Une photo. Hein? C'est même pas une photo. Ah non, aujourd'hui, c'est focal, là, mais à l'époque, moi, ça m'en prenait, mettons, une dizaine, là, pour mon année scolaire, là, tu sais, c'était à mes effets scolaires. Puis, oui! J'ai eu c'est fou. J'ai eu ça une année parce que au secondaire, on n'utilisait pas beaucoup l'ordinateur. Il y avait tu peux prendre option informatique. Mais moi, évidemment, chaque fois que je peux prendre une option, je prenais une option d'art plastique ou de scénographie. Ouais, comment ça? Ouais, j'aimais ça dessiner un peu. Donc, hey, on fait du coq à l'âne ici, c'est le fun. Ouais, on fait ça, non, on fait tout le très... temps ça. Les gens sont habitués, là. C'est pas grave. Je suis en train de checker c'est quoi l'espace. Des fois, on est plus structuré, ça dépend des épisodes, mais là, en ce moment, on l'est pas, puis ça me dérange pas. Bon, non. Tout transfert. C'était 2.8. La capacité étendue, c'était 2.8, 2881 K. Tabarnak, c'est rien. C'est un JPEG en haute résolution. Ouais, genre... Puis encore. Non, c'est ça, puis encore, parce que ça peut être plus gros que ça, ça dépendant de la taille. Ouais, c'est ça. Des fois, j'ai ramené des changes, j'allais à l'école, tu sais, mettons, à l'heure du midi, t'avais une période libre que tu peux aller sur l'ordi, là. Puis mettons, je trippais beaucoup Final Fantasy à cette époque-là, fait que là, je ramenais, mettons, une ou deux images, ma disquette des fois 3, je ramenais chez nous, je mettais à mon ordi, là, c'est ridicule. Ben moi, je me rappelle juste au cégep, nous autres, c'était dans nos achats obligatoires, fallait acheter une clé USB, que ça venait de commencer, là, après les disquettes, on était comme, oh my god, 240 MB, qu'est-ce que je vais faire avec tout ça? Puis ça coûtait 70$ pour 240 MB, là. C'est ça. Moi, ma clé USB, ma première, m'a coûté 60$, puis 2 gigs, et je faisais, oh my god, que tu peux en mettre du stock. Finalement, 2 gigs, c'est fuck all. Nous autres, c'était des disquettes zip. Oh. Quand je suis rentré en dessin animé, c'était là-dessus. C'était quoi, ça? Ces espèces de grosses disquettes qui rentraient plus de stock que la petite disquette classique. Puis, après ça, quand je me suis ramassé en graphisme, là, c'était rendu sur des clés USB, là. Okay. Mais au début, c'était... Zip Drive. Ouais. Ah, ben oui, ok, les disquettes, il y avait 250 MB et 750 MB, il y avait deux... Wow! Ouais. Presque un G. Non, ça a commencé 100 MB, puis plus tard, il y a eu des versions de 250 et 750 MB. Ok. Ben, ça devait être là-dedans, parce que je pense que c'était un peu ça, sur la fin, là, vu que j'ai connu les deux, là. Sûrement les 750, probablement, vu que c'est à la fin, c'est sûrement pas la presque un gig. Presque un gig. Malade. C'est le monde qui non, mais le monde qui a genre, mettons, 20 ans aujourd'hui, ils vont comme, c'était bien de la marde, leur vie. En même temps, tu sais, quand tu connais pas autre chose, c'est magique, là. Non, c'est, pis, non, mais tu sais, juste... on pense que c'est hot ce qu'on a, mais dans 20 ans, ben oui, ça va être autre chose encore. C'est de la merde, là. Mais, tu sais, juste d'avoir à attendre comme quasiment une journée pour downloader une tune sur Napster. C'est normal. En espérant avoir la bonne tune, que le gars s'était pas trompé en renommant ses noms de fichiers, tu sais. Non, tu sais, à cette heure, tu disais, je vais downloader un film, ouais, ça va être prêt dans 20 minutes, là. C'est ça. C'est une couple de personnes qui feed, là. Ouais. Mais, ouais. Ah, j'avoue que, tu sais, pour vrai, on l'a facile aujourd'hui, là, dans un sens, là. Puis on l'a dur par rapport à demain. Ouais. Ouais. C'est vrai, j'aime bien la réflexion. Mais sinon, parlant du coq à l'âne, je retourne au coq.
C'est bizarre, ça. On revient toujours au coq. On dirait Jake, qu'est-ce que Je voulais dire, je reviens sur le sujet qu'on parlait avant. Non, Jake, ça a été... Fait que là, on parlait de coq! Ouais. Mais non, c'est quoi dans le fond la première BD que t'avais faite? On a-tu parlé? Je sais même pas. Non, on n'a pas dit ça. Ok, je pensais que Non. Je pensais que j'avais pas suivi ce qui m'arrive des fois. Mais la première que j'ai faite, pas publiée, mais que j'ai faite, j'avais 5 ans. c'est mon père qui avait écrit les textes à côté. C'était plus comme un livre illustré qu'une BD, là. C'est comme une page, une case. Mm-hmm. C'est l'histoire d'un... Bon, comme je disais, je tripais déjà western là, à l'époque, même si je lisais pas encore. Là, mon père, je pense que la première BD que j'ai lue, c'est mon père qui me l'a lu, c'était Mad Alton. Puis j'avais des Playmobil western. Puis c'était l'histoire d'un jeune chef amérindien qui s'était fait voler son sapin de Noël par un méchant cowboy. Donc fallait qu'il retourne chercher le sapin, puis là fallait qu'il traverse une forêt pleine de chevaliers, hein? Ben oui. Et finalement, à la fin, bon, il bat je me rappelle plus s'il bat le cowboy ou il dit que c'était pas fin, mais il réussit à ramener son sapin de Noël dans son tipi et il peut finalement jouer avec ses Playmobil. Donc, ouais, ça serait ça la première BD. Non, mais plus sérieusement, la première que j'ai... professionnellement, en fait. Ouais, professionnellement, ça a été Joyeux Noël Salaud dans le front 1. OK. C'est l'histoire du Père Noël qui, bon, évidemment, le 24 au soir, il fait sa tournée de cadeaux, comme tout le monde le sait. Et dans le reste d'année, ben, il traque les pédophiles, les kidnappeurs d'enfants, les batteurs d'enfants. Et bon, il est aidé, il y a tous ces lutins, puisqu'à cette heure, la production de jouets est automatisée. Donc, ces lutins, bon, ils scannent l'Internet pour trouver les cyberprédateurs. Ils utilisent une partie de la fabrique, fabriquer des armes, custom pour le Père Noël. C'est super violent, super trash. Il y a la fée des dents, c'est un peu sa sidekick, mais qui est complètement junkie sur les anesthésiants pis les drogues de dentiste. Puis, c'est vrai, c'est intéressant. Puis là, à un moment donné, ben, justement, il y a une vague de disparition d'enfants, puis il est pas capable de trouver d'où que ça vient, puis c'est qui. Fait que il fait le tour des coupables habituels, là, des prêtres pédophiles, puis de trucs comme ça. Et c'est l'impasse, puis bon, fait que là, il se retourne vers pour aller voir la fée des dents, il rentre dans son espèce de taudis dégueu, et complètement passante. Et finalement, bon, il la réveille, puis il dit « Ouais, j'ai enquêté, j'ai pas rien trouvé, mais dans les égouts, j'ai trouvé... une espèce de résidu qui ressemblait à de la barbe à papa rose. » Puis donc ils vont fouiller dans les égouts, puis on se rend compte que c'est un lapin de Pâques, c'est pas le lapin de Pâques, c'est un lapin de Pâques, une espèce de créature de 8 pieds de haut avec des dents aiguisées et tout, qui bouffe les enfants. Donc gros combat gore avec le lapin de Pâques. Fait que ouais, c'est ça en première BD. Puis j'avais fait la suite dans le front 3. Où là on retourne un peu plus dans ses origines médiévales aussi, avec le père Fouettard et tout. Donc j'explorais beaucoup la mythologie autour du Père Noël. Puis éventuellement, ben là c'est sûr, tu sais, Far Out, je vais continuer ça encore longtemps, tant que j'ai du plaisir à le faire. Mais j'aimerais ça faire un album complet avec des dessins un peu plus au goût du jour de Joyeux Noël Salaud. Ouais, comme un troisième tome, au fond. Non, je reprendrai un peu les histoires que j'avais, mais tu sais, j'avais 12 pages pour la faire, fait que c'était vraiment short and sweet. C'est que le mieux développé, puis bien installé. C'est ça. Là, puis bien dessiné, puis lisible. Parce qu'à l'époque, tu sais, commençais à faire de la BD, fait qu'on était plein de rêves et d'espoir. Donc je m'étais dit, hey, je vais la faire en couleur, puis je vais pouvoir pitcher ça à des places chez des éditeurs. Mais la BD était en noir et blanc, tu sais, fait que j'avais juste transformé après ça en grayscale. Puis c'était la première... Tu sais, c'est la première BD de Front Froid, on n'avait pas d'expérience d'édition. Mm-hmm. Puis l'imprimeur nous avait chié la job, c'était super foncé. Ma BD, c'était illisible. Jake aussi, sa BD, il avait goûté pas mal. C'était quoi sa BD? Ça s'appelait Loading. C'était un truc de jeu vidéo. Il y a comme ça avait une histoire entre deux amis, puis il y avait une partie qui se passait dans le monde virtuel, puis une partie dans le monde réel. Okay. Puis non, mais le front 1 quand même, on était une belle gang, tu sais. Il y avait moi, Gauthier, qui faisait une BD avec Fred Jourdain, un artiste de Québec vraiment cool. Là. Il a fait une BD avec Robert Lepage pour le Dragon Bleu. Jake, je l'ai dit, je pense. Ouais. Félix Laflamme qui vient de sortir un truc, je m'en rappelle pas. Lui, c'est plus un graphiste puis
un peu street art, il a fait du tattoo aussi. Puis là, il s'est remis à BD récemment, il vient de sortir un truc que j'ai vu passer. Il y avait Martin Roy qui faisait beaucoup d'illustrations sportives pour le Journal de Montréal, là, des petites BD de hockey. Il y avait Michel Falardeau qui avait publié un truc aussi là-dedans. Et là, j'espère que j'oublie pas personne. Ouais, je pense que c'est ça le front 1. Le front 1. Donc, mais c'est front 1, front 2, front 3, puis c'est front froid, mais ils ont changé de nom plein de fois aussi? Non, en fait, c'est front froid, c'est l'organisme. Okay. C'est l'éditeur qui publiait le front. Donc, le front, c'était le collectif qu'on sortait une fois par année, jusqu'à 8 ou 9 numéros, 8 numéros. Et entre-temps, bon, front froid s'est mis à faire des albums complets, comme Les Théonies de Julien Paris-Sorel, La Petite Révolution de Boom, puis Vers Nucléaire de Cab. Donc c'est ça, Front Froid, c'est vraiment le nom de l'organisme, de la compagnie, puis le Front, c'est le nom du collectif. Ok. Je vous dis que je catchais plus, je suis comme, Front Froid, Front 1, Front 2, depuis tantôt. Non, c'est ça. Je voulais comprendre une compagnie, Front 1, puis avait fait faillite, puis elle a reparti le nom de Front 2. non, pas nécessairement, là, mais je voulais juste savoir c'était quoi le... Pourquoi il y avait des numéros? Ça serait malade, on essaie même pas de se cacher. Non. Rendu à Front 9, c'est triste. Ça fait juste garder le tracking de combien de fois qu'ils ont fait faillite. Là, rendu à Front 14, là, t'es comme, ouais. Non, mais c'est comme triste, Front 14. On relâche pas le morceau. c'est pas facile, mais Front Froid, jamais fait faillite. Mais, le milieu de la BD au Québec, mettons, v'là 10 ans puis aujourd'hui, ça serait quoi, à peu près, l'évolution? Y a-t-il un plus gros marché de lecteurs fidèles aux BD québécoises? Oui, il y a énormément plus de lecteurs, puis il y a beaucoup plus d'auteurs et d'éditeurs. Et là, c'est une question de poule ou d'œuf. Y a-t-il plus de lecteurs parce qu'il y a une offre qui est plus grosse, ou il y a une offre qui est plus grosse parce qu'il y a plus de lecteurs? Moi, j'aime penser que le fait qu'il s'est mis à avoir une offre, le monde, ils se sont mis à s'intéresser plus à la BD québécoise. Il y a aussi Michel Rabagliati avec Paul, ça a été une belle vitrine pour dire hey, on fait des trucs au Québec. Mais non, tu sais, Front Froid, on a parti ça là, un petit peu plus que 10 ans, en 2007. Le premier collectif est sorti, le Front 1, est sorti en 2008. Puis à l'époque, quand on avait créé ça, c'était un constat qui manquait de plateforme pour diffuser, pour éditer, surtout la BD de genre, parce que c'était ça un peu la ligne éditoriale, c'est encore ça, la ligne éditoriale de Front Froid. Tu sais, il y avait une place dans l'humour, bon, il y avait la pastèque, justement. Donc, nous, on s'est dit, on avait pitché aussi, non, on n'avait pas pitché, Glénat Québec existait même pas encore. Donc, on s'est dit, on va développer notre truc à nous, puis on va faire nos trucs. Puis après ça, Glénat Québec est arrivé, au niveau de la BD de genre. Il y a Pow à peu près en même temps que nous, même si eux autres, c'est d'autres choses qu'ils font. Il y a vraiment eu une émergence, là, autour de 2007, 2008, là, et là, après ça s'est multiplié, les plateformes, les éditeurs, les auteurs, je sais pas ça fait combien d'années que l'Université du Québec en Outaouais offre le bac, mais il y aura une génération d'auteurs aussi qui sont sortis de là, dans notre gang, dans notre génération. Mais justement, il y a pas Julien, je pense que Julien a fait. Ouais. Jean-Sébastien Bérubé, il vient de là aussi. Il y a vraiment plein de monde qui sont passés par là puis qui font de la BD aujourd'hui. Mais je pense que je suis d'accord avec toi, comme tu disais, que l'offre, parce que tu sais, si tu penses que mettons il y avait juste 2 genres de BD au Québec qui se font, si ça t'intéresse pas ces 2 genres-là, tu les rejettes de BD. Ça. Là. Mais il y en a plein là. Oui, à ça il y en a de plus en plus, mais tu sais, il y a 10 ans justement, il y avait pas grand-chose. Non. Ça. Parce que souvent, tu sais, moi j'aime ça encourager, tu sais, local ou m'intéresser des trucs, mais c'est faut que j'aime ça aussi. C'est pas nécessairement tout le monde non plus qui a cette mentalité-là. Non, c'est sûr, mais c'est sûr, faut que t'aimes ça aussi. Parce que je veux pas juste encourager pour encourager, je veux aimer ça. Oui. Mais là, j'encourage des artistes montréalais parce que j'aime ça. Ouais, il y a du talent. Puis il y a du talent, fait que. Ouais, c'est le fun dans ce temps-là quand t'aimes ça en plus. C'est pas gagné, tu sais, surtout au niveau de la BD de genre, parce que souvent c'est une BD qui va coûter plus cher à faire, dans le sens que elle va être plus longue parce qu'il va y avoir peut-être un peu plus de détails à apporter au dessin, souvent en couleur. Donc, tu sais, faire une BD de genre en ayant une job à côté, c'est long pis c'est pas évident. Tandis que si tu fais un truc plus intimiste ou humoristique, puis que t'assumes de dire, gars, je vais être un peu plus lousse sur le dessin, puis de toute façon ça va bien fitter, puis graphiquement ça va être super beau. Let's go, tu sais,
c'est moins long de dessiner une scène qui se passe dans une cuisine qu'une scène qui est une attaque sur une station spatiale avec une flotte de Star Destroyer qui débarque. Là. Le papier coûte la même chose, mais le temps est pas nécessairement. Non, c'est ça. Puis en plus, en même temps, c'est sûr que si tu prends des BD, exemple de super-héros, c'est quasiment du travail à la chaîne. Oui. Tu sais, une fois que les costumes sont développés, les personnages sont développés, tu fais juste réappliquer des formules. Ouais, puis sont souvent des équipes aussi. Ben, c'est ça. Quelqu'un qui fait avec le digital à cette heure de moins en moins, mais tu sais, avant t'avais quelqu'un qui faisait le crayonné, un encreur, quelqu'un qui faisait la couleur, puis un lettreur, tandis que nous, on fait à peu près tout même moi j'ai de la chance là sur Far Out, il y a ce studio Lunac qui s'occupe du lettrage là, c'est Serge Lapointe qui le fait, donc ça me fait sauver beaucoup de temps. Puis il est bon en plus, donc ça c'est cool. Mais oui, tu sais, encore même s'il y a de plus en plus d'offres qui se fait, il y a encore beaucoup de travail à faire, puis on reste un petit marché, tu sais, mais sans, tu sais, faire un gros statement politique, tu sais, je trouve qu'au Québec, au niveau du financement, c'est tout le temps un peu plus compliqué quand on arrive dans des récits de genre, donc dans des trucs d'aventure. Mais même au niveau au niveau du cinéma, c'est la même chose. Cinéma puis roman aussi. Ouais, ben roman, je pourrais pas dire ça, je connais un petit peu moins la game là au niveau de qui a des subventions, qui en a pas d'autres, mais tu sais, quand on regarde des gars comme des gars, il y a 2 gars sur 3 là, il y en a aussi. Roadkill Superstar, tu sais, ils ont eu de la misère d'avoir du financement au Québec. Je pense que finalement ils l'ont eu du Canada puis de la Nouvelle-Zélande là, mais tu sais, Sparse qui est un festival qui roule depuis je sais pas combien de temps, puis je pense qu'ils ont jamais réussi à avoir de financement. Ça fait plus que 10 ans. Ouais, je pense que ça fait une quinzaine d'années, ça fait. Ça fait un bout, là. Donc c'est ça, mais le public est là. C'est ça, le public est là, sauf que, tu sais, quand tu fais une demande de subvention, tu sais, ça c'est peut-être juste une impression, tu sais, j'ai pas fait une recherche exhaustive, mais souvent j'avais l'impression que les projets qui étaient financés, c'est ça, des trucs très historiques reliés au Québec, ou des trucs, des récits un peu plus intimistes. Ouais, ça, comme je dis, tu sais, c'est pas, une impression, là, c'est pas scientifique. De toute façon, ça se transmet un peu, on va dire, tu sais, les films qui sortent au Québec, c'est rarement des films de genre, mettons, justement. Fait que tu le vois tout de suite, là. Il y a eu cette année, en 2017, il y a eu Les Affamés de ouais, que j'ai pas encore vu. Tu l'as pas vu, pas non, je sais qu'il faut que je le voie. Ah, moi, j'avais été voir à la première à Montréal, puis j'ai vraiment puis là, il est aimé. plus au cinéma, puis je veux pas le streamer. Ben non, puis il y a plus de club vidéo. Fait que il va finir par sortir à la limite je vais l'acheter là, ça peut aider. Ouais, c'est ça, t'achètes ça où à cette heure DVD? Ben, je sais pas. Avant j'allais chez HMV, mais là il y en a même plus. Ah, je sais pas là. 2002 se passe, mec, la première. Fait que ça va faire 16 ans. 16 ans. Quand même, ça roule. Ouais. Puis c'est ça, je sais qu'Yohan, il a fait souvent des courts-métrages pour Space, non? Bagman, toute la gang de c'est RKSS. Ouais, c'est ça, toute la gang de RKSS, là. Bagman, ils ont fait des trucs de ninja, je me rappelle. Bagman qui est un classique en plus. Les ninjas, c'est quoi le nom, mais je sais de quoi tu parles. Là. Pas Ninja Apocalypse, mais en tout cas. Donc encourager le cinéma puis la BD de genre au Québec. Il y a du bon stock. Surtout si ça vous intéresse, là, c'est encore plus cool dans ce temps-là. Mais sinon, toi, dans tes débuts, c'était qui tes influences puis tes artistes que t'aimais? Quand j'étais jeune à Joliette, j'avais accès à peu près qu'à de la BD franco-belge. Je pense que dans ces années-là, pas mal partout au Québec, c'était ce qu'il y avait le plus. Peut-être à part à Montréal ou dans... Puis de toute façon, tu sais, même, je trippais pas super-héros, je trouvais que c'était la BD un peu cheap, même dans l'objet autant que dans l'histoire de voyons donc, c'est piqué par un araignée, puis il devient une araignée radioactive, puis là, il développe des pouvoirs, j'étais comme... Tu sais, c'était pas beau non plus par rapport à ce qui se faisait en Europe, là, dans ces années-là. Aujourd'hui, ça a changé, mais à l'époque, il y avait une différence flagrante, puis bon, après, c'est une question de rythme de production. Mais bon, donc, j'ai grandi dans le franco-belge, les tuniques bleues. J'ai vraiment trippé. Évidemment, le Lucky Luke, Astérix, j'ai aimé ça beaucoup, beaucoup. Tintin, j'ai jamais aimé. Gaston Lagaffe, hein? Non. Puis un petit peu plus vieux, je suis tombé dans les Blueberry, comme je disais un peu plus tôt. Ouais. Mon père avait ça à la maison. Et quand j'ai eu j'avais pas 13 ans encore. J'étais un peu plus jeune, puis il y avait quelqu'un à l'école, à un moment donné, j'entends parler de ça à la cafétéria. J'avais au moins 12 ans, j'étais au secondaire.
il commence à parler d'Akira, puis je connaissais pas ça. Puis là, je vais voir à la bibliothèque, puis ça avait l'air malade, puis ils avaient, mais c'était dans la section des livres pour adultes. Fait qu'il a fallu que j'en demande à mes parents. Bon, mes parents sont passionnés, ils ont signé l'autorisation que je peux emprunter des livres pour adultes. Puis il y a plein de bonnes BD là-dedans, il y a plein d'Hugo Pratt, là, Fort Welling, puis Corto Maltese. Et là, quand je suis tombé dans Akira, c'est le premier manga, j'avais jamais lu de manga avant, même pas de Dragon Ball, il n'avait pas, à peu près pas. Et puis, tu sais, je m'en vais avoir 36 ans là, cette semaine, fait que je suis peut-être un petit peu plus vieux, là, mais en tout cas, Joliette, il y avait pas ces affaires-là. Et quand je suis tombé dans Akira, j'ai capoté ma vie. Déjà, tu sais, les dessins sont malades au niveau de l'architecture, au niveau des personnages, de tous les véhicules, les armes. Tout est précis à un niveau là de fou. Et c'est découpé là de façon là super dynamique là, les cases avec des diagonales puis des trucs de ouf, tu sais. Avant c'était assez carré là, ce que je disais à part Druyet, si vous tombez sur du c'était souvent Druyet, 6 cases puis ouais, ben tu sais, ils jouent un peu dans le format, mais c'était tout le temps des angles de 90 degrés, tu sais. Puis là t'as des scènes de poursuite avec des cases en diagonale, en triangle. Ouais, et là la violence qu'il y avait là-dedans là, le petit gars c'est violent, 13 ans en moi capotait de wow, on peut exploser des têtes dans des BD puis des trips. Là, tous mes dessins après pendant 3 ans, ils se sont ramassés super gore. Un moment donné, ma mère est tombée dans mon agenda, puis je dessinais dans mon agenda, puis ça s'inquiétait. Ouais, non, ça va-tu, Olivier, genre des dessins gore avec des paroles de Metallica, là, puis fait que non, fait que ouais, je dirais quand j'étais petit, plus jeune, Sonic Blue, Blueberry, Akira, ça a été mes 3 grosses influences. Puis à 17 ans, je suis déménagé à Montréal pour le cégep. J'étais allé étudier en dessin animé au Vieux. Et en étant à Montréal, là, je suis tombé un peu plus dans le comic book parce qu'on y avait accès, mais encore là, je tripais pas BD super-héros. Mais j'étais allé dans les magasins, là, j'ai découvert Ben Temple Smith. Qui a fait c'est à l'époque que j'avais découvert avec Criminal Macabre. Un truc là, un détective privé, un ancien policier renvoyé parce qu'il consommait trop de drogue puis trop de problèmes de santé mentale, qui est spécialisé dans la chasse aux créatures, fait que vampires, ghouls, loups-garous, trucs comme ça. Puis dans l'univers c'est écrit avec Steve Niles. Puis dans leur univers, tu sais, peu importe c'est quoi, genre une balle de shotgun dans la tête, ça va te tuer là, même si c'est un vampire. Là. Tu sais, les créatures. Puis tu sais, il travaille vraiment mix médium. Fait que tu sais, il va faire beaucoup de textures en noir et blanc, puis avec des splashes, puis il va avoir du collage aussi, puis après ça dans Photoshop, il va importer d'autres textures, fait sa couleur, ses lumières. Et là, ça l'a fait boum. OK, il y a pas juste la ligne claire. Je connaissais Inky Bilal, évidemment, mais je trouve que lui, il a amené ça à un autre niveau. Là, c'était plus au niveau de la texture, au niveau de la méthode de travail, du style, c'est ça, carrément. Et là, je fais comme, oh, OK, on peut faire ça en BD, tu sais. Puis c'est sûr, aujourd'hui, les techniques d'impression en permettent peut-être un peu plus aussi au niveau des couleurs puis du détail. Et pendant longtemps, j'ai essayé de le copier, hein. Mes premières BD, justement, Joël Salo et tout. Puis bon, après, je garde encore beaucoup de son influence, même si c'est rendu d'autres choses que ce que je fais. Mais c'est souvent ça, un peu en dessin. Au début, tu cherches ton style. Tu cherches ton style, tu copies un peu tes références, parce que c'est ça que tu fais triper, puis à un moment donné, tu développes des trucs toi-même. C'est ça, ouais. Puis j'avais bien aimé aussi, c'est lui qui avait dessiné 30 jours de nuit. OK. T'as le Days of Night, là, ils ont fait une adaptation au cinéma, là. Ouais, on en parlera pas, mais... Ah non, moi on peut en parler, moi j'ai aimé. Je trouve que c'est une des bonnes adaptations. Enfin bref. Qu'est-ce que je m'en allais dire? Ah, puis c'est ça, quand j'ai vu qu'il venait à Montréal au Comic-Con Ah, mais t'as pas dit ça, je voulais dire, il est venu à Montréal. Ouais, il est venu une première fois en 2013 à peu près. 2012, en tout cas, mettons 2012. Et là, je capotais, puis j'étais comme full anxieux d'aller le voir, parce que je trouvais que en entrevue, ou tu sais, ces photos qui a de l'air snap, tu sais, tout le temps en complet 3 pièces, puis finalement, tu sais, je m'ose aller le voir pour lui demander de signer, puis jaser un peu avec, puis le gars super fin, là, c'est vraiment, vraiment, puis là, je montre mes trucs, tu sais, c'était Far Out à l'époque, mais c'était juste un webcomic, là, c'était pas encore publié. Puis là, il commence à me demander, tu publies dessus? Je dis non, c'est un webcomic. On va essayer d'approcher des éditeurs. Lunac faisait pas encore d'édition à l'époque. Et puis il dit tu devrais. Puis écoute, après ça, il a backé quelqu'un parce que moi j'avais une table aussi à cette Comic-Con là avec Fond Froid.
Puis après ça, il est venu remplacer quelqu'un à table à côté, Carl Kerschel, il se connaissait. Puis il m'a relancé, tu sais, pour me parler. Puis j'étais comme, wow, tu sais, super fin, le gars. Puis je l'ai recroisé après ça au Comic-Con de New York. Puis là, on avait notre BD, fait que j'y ai donné. Comic-Con de Montréal, il est revenu 2 autres fois aussi. Donc, mais à New York, t'étais avec Jake, je pense, hein? Non, j'étais allé, dans le fond, Far Out 1 venait de sortir. Fait que j'étais allé avec Gauthier. Okay. Puis Serge Lapointe, un des partenaires du studio. Mais celui qui fait le lettrage, au fond. Qui fait le lettrage de Far Out, mais lui, il a travaillé longtemps comme encreur. Okay. Chez Marvel, chez DC, il a travaillé beaucoup avec Yannick Paquette, entre autres. Et Master, il fait de la couleur, il fait du lettrage, il fait de la mise en page, il touche vraiment à tout. Puis il connaît plein de monde là dans l'industrie, tu sais, ça fait 15-20 ans là, qui est là-dedans. Même t'as des contacts, là, c'est sûr. Qui travaille aux États-Unis, donc ouais, non, Comic-Con de New York, ça avait été malade, tu sais, nous autres on débarque là, notre album vient de sortir, puis tu sais, c'est comme wow, plus grand que nature, puis déjà tu sais à chaque fois que tu vas à New York, c'est un peu comme ok, tu sais, c'est gros ici. Fait que dans le Comic-Con, c'est complètement fou. Puis ce qui était cool, c'est que on avait notre table, puis à côté de nous, on avait 3 amis. Donc il y avait Carl Kerschel qui fait Charles Christopher, entre autres, qui est publié en français chez Lunac. Il y avait Andy Bélanger qui partage une table ici, puis les fans BD qui s'appelle Southern Cross avec Becky Cloonan. Et il y avait Yannick Paquette qui avait sa table un peu plus loin. Puis eux autres avaient tous été invités au... Non, c'était pas vrai, c'était pas Andy. Andy était là, mais lui, il avait pas été invité. C'était Brandon Fletcher, qui est un auteur, qui a fait les Assassin's Creed, Bad Girl, puis bon, beaucoup de trucs depuis. Et les gars, ils avaient été invités au party privé de DC. Ils étaient 3. Puis il y avait une invitation avec un +1. Fait que nous, on était 3, ils nous avaient mis les 3 en +1. Puis c'était dans une espèce, puis tu sais, c'est la dernière année de DC à New York avant qu'ils déménagent à Burbank, en banlieue de Los Angeles. Fait qu'il y avait, puis il y avait beaucoup de monde qui était fâché à cause de ça, fait qu'ils avaient vraiment mis le paquet dans leur party, puis c'est un truc... parce que les gens, fait qu'ils partent de New York pour aller ailleurs, ça les faisait chier. C'est ça, tu sais. Pour les auteurs, ça change un peu moins, mais tu sais, tout ce qui était éditeur, puis tous ceux qui travaillaient chez DC comme tel, il y en avait beaucoup qui avaient une crotte sur le cœur. Fait que dans le party, il y avait mis le paquet, tu sais, c'était une espèce de salle de réception de multimillionnaires / milliardaires en plein cœur de Manhattan. Ça s'appelle le Gotham Hall. C'est très drôle. Avec une espèce de gros dôme en vitre bleue, puis il y avait une gros bat signal là-dedans, puis ça alcool à volonté, bouffe à volonté, tu sais, puis t'es dans la ligne pour attendre au buffet avec ta bouffe, t'attends derrière Jimmy Lee, genre, c'est comme, ok, ouais, profite-en, ça se peut que tu survives plus jamais ça, là. C'est une belle expérience avec. Ouais, fait comme Con de New York, c'était fou. Puis à côté, c'est vrai qu'il y a un autre chum à côté, puis l'autre table à côté, c'était Run DMC qui venait de sortir de sa BD, là. On a eu du gros beat toute la fin de semaine. Puis Rob Liefeld était là, fait qu'il y avait beaucoup de Deadpool, il y a eu une parade de Deadpool. Ah, c'est clair. Oh my god. Bon, fait que, avez-vous une dernière chose à dire, quelque chose que vous voulez parler? On a parler de Dark, est-ce que... Je voulais aller aux toilettes, ouais, il est déjà... Ça fait 1h30 qu'on roule, hein. Ben écoute, vous m'inviterez par le Dark. Ben oui, on en reparlera, ouais, c'est ça. Ouais. Alex va pouvoir le finir. Ouais, oui, au pire, ouais, c'est ça. Puis ça laisse le temps aux gens. Allez écouter Dark. On va en reparler dans pas long. C'est ça. Non, mais personnellement, j'ai rarement... Ça fait longtemps que j'ai pas buzzé autant sur une série. Ouais, moi aussi, puis autant que j'ai aimé Stranger Things, Dark, j'ai préféré parce que ça va chercher moins les clichés, ça a été moins chercher ma nostalgie, puis j'ai aimé ça quand même. Ben, c'est ça, Stranger Things, c'est génial, c'est une de mes séries préférées. Mais ça mise beaucoup sur la nostalgie des années 80. Mais en même temps, moi, c'est cool, ça non, c'est super bon, c'est super bon, là, c'est super bon. Tu sais, ça reste un peu cheesy, ouais. un peu, tu sais, justement, horreur, mystère de ces années-là. Tandis que, pis là, il y a plein de monde qui font la comparaison de Dark avec ça. Moi, je vois pas trop de comparaison. Non, mais c'est, en fait, je pense que parce qu'on suit beaucoup des jeunes, même si on suit au moins autant d'adultes, puis il y a une séquence qui se passe dans les années 80, mais là, je trouve qu'on est vraiment dans de la grosse sci-fi, là. Pis tu sais, c'est gros questionnement par rapport au voyage dans le temps, puis à chaque fois, tu deviens un peu fou quand tu te dis, ouais, mais là, s'il fait ça, puis... Mais je pense que c'est la première épisode de Dark qui peut te faire un peu penser à Stranger Things. Après ça, non. Parce que là, tu vois plus un petit peu le crew des jeunes quand ils s'en vont à la grotte, pis tout ça. T'as un mini-feeling, mais il disparaît très vite. Là. Mais sinon, je dirais, ça fait juste suivre la vie d'une ville plus qu'autre chose. Ouais. Je trouve qu'il y a plus de ressemblance quasiment à Hit, là, à Stranger Things pour côté de l'histoire. Justement, il y a un personnage qui a un perméable jaune, puis il y a beaucoup de mimes du gars en cause de Hit, là. Mais...
Puis tu sais, il y a peut-être un personnage principal, mais ça, on le sait pas tout de suite. Ouais. Mais on suit vraiment comme pas tout le monde, là, mais tu sais, c'est ça qui est fun. Il y a un personnage principal, mais tu sais pas vraiment c'est qui, à part vers la fin, tu fais, tu dois être lui. Ouais, tu sais, à un moment donné, tu dis, ok, c'est vraiment lui la clé. Un peu. La clé, ouais. Puis encore. Mais non, puis s'il y en a qui l'ont pas encore écouté puis qui l'écoutent, je vous suggère de l'écouter en allemand sous-titré. Ouais. Moi aussi, là. Surtout écoutez-le pas en anglais, j'ai essayé les trois pour voir. Dégueulasse. L'anglais est dégueu. Le français est pas si mal, tu sais, c'est sûr, à chaque fois que t'écoutes une traduction, t'as une petite période d'adaptation. Justement, puis après ça, tu t'y fais. J'avais vu que fallait que je l'écoute rapidement, je voulais l'écouter le plus possible, parce que là, vu que nous autres, la semaine prochaine, mais la semaine passée, j'ai eu ça, on fait tout le temps des jeux de mots avec le temps, là, mais parce que ça va être sorti après avant que ça. Ouais. En tout cas, parce que la semaine prochaine, on va être... Parlant de voyage dans le temps. Ouais, c'est ça. Voyage dans le temps, exactement. Tout est en même temps. Je vais y aller dans le plus logique, puis je vais tout couper mon niaisage d'avant. La semaine dernière, on était au GNM de Gatineau, puis il fallait que je fasse des pixel art, parce qu'on cherchait des affaires à vendre, puis je me suis dit, je vais focusser là-dessus, faire des petits cadres, là, des petites affaires. Parce qu'on sait qu'il en manque, là, des pixel art dans les conventions. Il y en a pas assez. Ça, puis des vinyles, des pop vinyles, c'est les deux affaires qui manquent dans les conventions. En tout cas, fait que je l'écoutais en français en faisant ça, parce que vu que tu sais, l'anglais, je le comprends bien, mais j'ai besoin de plus de concentration. Si je fais autre chose en même temps, ça va juste devenir du bruit de fond, tandis qu'au moins français, je suis capable de le suivre sans être 100% focus. Fait que je l'ai écouté, justement, les 4 premiers épisodes en français, mais c'est juste, c'est un français de France. Oui. Mais, tu sais, c'est juste, c'est drôle parce qu'il y a des expressions que, tu sais, comme, mettons, son sweat, comme, c'est quoi son sweat? Ah, son sweater, Ouais. Mais tu sais, comme le dernier Star Wars, j'étais allé le voir en anglais, évidemment, avec mes chums. Puis je suis retourné avec mon neveu dans le temps des fêtes. Fait qu'on est allé le voir en français, tu sais, puis les 5 premières minutes, tu fais comme... Mais après ça, tu sais, je remarquais plus, tu sais, j'écoutais le film, puis... Mais le problème, je pense, avec The Dark, la traduction, c'est juste qu'on dirait en anglais, soit que c'est à cause que c'est l'allemand qui est vraiment prononcé différemment que l'anglais. Ils sont pas habitués aussi. Les mots... non, mais c'est ça j'allais dire. Mon deuxième point était qu'en plus, ils sont pas habitués nécessairement de faire de la traduction en anglais, je pense. Pas la même expertise. Puis les mots suivent tellement pas la bouche, là. À un moment donné, moi, je savais même pas que c'était allemand au début. C'est toi qui me l'as dit après que j'ai écouté l'épisode 1, puis tu m'as dit... Il passe en anglais automatique, dans le fond? Ouais, oui, parce que mon Netflix est en anglais. Fait qu'il passe en anglais automatique. Puis là, à un moment donné, j'étais comme, j'ai-tu un problème d'internet, là, whatever, tu sais, le son est décalé. Je pensais que le son était décalé, puis j'étais comme, voyons non. Puis là, à un moment donné, c'est ça, tu m'as dit ça, j'ai fait comme, c'est pour ça que c'était dégueulasse de même. Ouais, non, moi, j'écoute en allemand en partant. Toutes les séries que sur Netflix, j'écoute toujours en langue originale. Même Labyrinthe de Pan, je l'avais écouté en espagnol, là. Okay. Pas moi. Non, ok. C'est pour ça que j'écoute toujours en langue originale, sous-titré anglais, à la limite, là. La sous-titré français, c'est toujours weird, là, en français. Je sais pas pourquoi, là. C'est bon. Peut-être juste moi, finalement. Non, rendu aux sous-titres. Si c'est un truc en anglais, je vais prendre les sous-titres en anglais. Ouais, à moins qu'ils suivent pas, parce que là, je trouve que c'est encore plus mélangeant. Quand quand c'est un closed caption ou, il y a une différence entre les deux, closed caption puis un autre terme, en tout cas. Mais mettons qu'un sous-titre, il suit pas la conversation. Ouais, puis souvent, ils vont raccourcir les phrases du monde avec des mots plus tight pour écrire moins vite. Fait qu'à ce moment-là, je préfère un sous-titre en français. Parce que moi, j'ai de la misère à suivre, c'est ça. Mais si j'écoute en anglais puis que je lis en anglais puis que c'est pas les mêmes mots. Ça me gosse. Moi, tout ça, là, je comprends pas. Mais c'est vrai qu'il met des sous-titres quand c'est juste en anglais, là. Je l'écoute de même, mais... Ouais. Ouais, après ça dépend s'il y a des accents ou si tu sais si t'écoutes un truc écossais là. Je sais pas. Moi c'est con mais j'ai moins de misère avec l'anglais mettons british que l'anglais des fois américain. Moi je sais pas. Je trouve que c'est plus facilement compréhensible des fois. Ouais, il mâche pas mal je trouve. Le british? Ouais. Moi je trouve que c'est le contraire. Ça dépend les États aussi. Ouais, c'est ça. S'il est au Texas, c'est d'autres choses. Ouais, c'est ça. Ouais, non, mais l'Australien, mettons l'Australien aussi, j'ai un peu la misère. C'est le temps que je l'ai seul. Ouais. En tout cas, faudrait pas un débat là-dessus. Sur cette préférence d'accent. Ouais. Fait que, là-dessus, on va closer ça. Fait que, toi, on peut te suivre, j'imagine. Je pense que tu as une page Facebook. Oui, j'ai une page Facebook. J'ai plus de site internet. Faut que je m'en refasse un. Olivier Carpentier, illustrateur sur Facebook. La constellation de l'ours, si vous voulez voir ce que je fais en pixel art. Puis Far 3, c'était à l'affût. Far 3, écoute, je vous montrerai là après l'émission, là, on est au studio, fait que vous allez pouvoir voir des pages, mais ça l'avance pas assez vite à mon goût, mais ça l'avance. On travaille fort. Puis un gros merci pour l'invitation, les gars, c'était vraiment le fun. On revient pour Dark.
Oui. Puis, nous autres, abonnez-vous à notre Facebook, Podbean. On est sur iTunes, Google Play, puis partout. Fait que, bye bye. Bye bye.